Le salon de la maison Ashford bourdonnait. C'était le bruit des conversations polies des dames les plus distinguées de Londres. Elles étaient toutes réunies pour la réunion trimestrielle de la Société de bienfaisance. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur les robes de soie et les coiffures élaborées. Pendant ce temps, des serviteurs glissaient entre les groupes de femmes. Ils portaient des plateaux d'argent chargés de thé et de pâtisseries délicates. Lady Eugénie Weatherstone s'était positionnée à un endroit stratégique. C'était, selon elle, le meilleur emplacement de toute la pièce. Une petite banquette près de la fenêtre, partiellement cachée par une énorme fougère en peau. De là, elle pouvait observer les débats sans être entraînée dans des conversations ennuyeuses. Des conversations sur les derniers styles de chapeau ou sur quel gentleman avait dansé avec qui au bal de la semaine dernière. À 26 ans, Eugénie avait perfectionné l'art de l'invisibilité sociale. Ce n'est pas qu'elle n'était pas séduisante, bien au contraire. Ses cheveux auburnes foncés et ses yeux gris intelligents avaient attiré suffisamment d'attention. C'était lors de sa première saison, il y a 9 ans. Mais après que les investissements de son père eurent tourné à la catastrophe, les choses avaient changé. La famille Weatherstone se retrouvait au bord de la ruine financière. Les prétendants s'étaient évaporés comme la brume du matin. Sa fierté l'avait empêché d'accepter les offres d'hommes qui la voyaient uniquement comme un joli ornement. Et le sens pratique l'avait empêché de poursuivre des fantaisies romantiques. Sa famille avait besoin de l'argent de sa dot pour des questions plus urgentes. Comme empêcher leur demeure ancestrale de tomber complètement en ruine. Elle sirota son thé et s'autorisa un petit sourire de satisfaction. C'était parfaitement agréable. Observer l'humanité à une distance de sécurité, assurer sa présence requise à la cause caritative, et éviter les regards apitoyés qui survenaient inévitablement, surtout quand des femmes célibataires d'un certain âge se réunissaient. Celle-là déclara une voix vive et aristocratique de quelque part derrière la fougère. Eugénie se figea, sa tasse de thé à mi-chemin de ses lèvres. « Je vous demande pardon, votre grâce », fit une autre voix. « Madame Peton, si Eugénie ne se trompait pas. Cette jeune femme près de la fenêtre. Qui est-ce » Le cœur d'Eugénie se serra. Elle réalisa qu'elle discutait d'elle. Elle envisagea de se lever pour annoncer sa présence. Mais quelque chose dans le ton de la première voix la retint assise. C'était une voix impérieuse, calculatrice et totalement confiante. C'est Lady Eugénie Weatherstone, votre grâce, la fille de Lord Weatherstone. Une famille parfaitement respectable. Bien que je crois comprendre qu'ils ont eu quelques difficultés ces dernières années. Des difficultés. La voix aristocratique semblait intriguée plutôt que dédaigneuse. Elle appartenait certainement à quelqu'un de titré, nota Eugénie avec une alarme croissante. Des problèmes financiers, je crains. Rien de scandaleux, remarquez. De mauvais investissements. Son père est bien trop confiant. Mais Lady Eugénie est tout à fait convenable. Elle est sur le marché depuis des années, mais elle n'a jamais trouvé preneur. Trop portée sur les livres, disent certains. Trop opiniâtre, prétendant d'autres. Personnellement, je pense qu'elle n'a simplement jamais trouvé quelqu'un digne de son attention. Ou peut-être que personne de digne ne lui a accordé l'attention qu'elle méritait, dit la première voix d'un ton pensif. Dites-moi, est-elle désespérée de se marier? Eugénie faillit s'étouffer avec son thé. Quelle audace! Désespérée? Je ne dirais pas désespérée, votre grâce, mais elle doit être consciente que ses perspectives diminuent à chaque saison qui passe. À son âge, elle ne peut pas se permettre d'être trop difficile. Parfait, déclara la voix avec satisfaction. Absolument parfait. Avant qu'Eugénie ne puisse digérer cette déclaration alarmante, une femme contourna la fougère. Elle avait la force d'un petit ouragan. Elle avait peut-être 60 ans. Elle était vêtue d'une exquise robe de soie lavande qui criait la richesse et le goût impeccable. Ses cheveux argentés étaient arrangés dans une coiffure élaborée. Cela avait dû prendre des heures à sa femme de chambre. Et elle portait des diamants qui pourraient probablement nourrir un petit village pendant 1 an. Plus remarquable encore, elle arborait une expression de détermination absolue. « Lady Eugénie Weatherstone », annonça la femme. Elle s'installa sur la banquette avec l'autorité de quelqu'un habitué à ce que ses moindres désirs soient obéis. « Je suis Winifred Mayo, duchesse douairière de Silverley, et j'ai une proposition à vous faire qui vous semblera complètement folle. » Eugénie cligna des yeux en la regardant. Elle était parfaitement consciente que plusieurs autres dames avaient remarqué l'intérêt soudain de la duchesse douairière.
Elles observaient maintenant leur coin avec une curiosité non dissimulée. « Votre grâce » réussit à dire Eugénie, en posant sa tasse de thé avant de la laisser tomber. « Je suis honoré de votre attention, mais je ne suis pas certaine. »« Vous n'êtes pas marié » l'interrompit Winifred avec sa franchise caractéristique. 26 ans, intelligente, et d'après ce que j'ai observé, bien trop sensée pour perdre votre temps avec les sottises que ces autres dames considèrent comme de la conversation. Vous avez aussi désespérément besoin d'argent, bien que vous soyez trop fière pour le montrer. Ai-je raison jusqu'à présent? Eugénie sentit ses joues rougir. Votre grâce, je ne pense guère. Vos gants, continua Winifred, en désignant les mains d'Eugénie. Magnifiquement faits, mais vous les avez retournés 2 fois. Je peux voir les faibles marques de la couture originale. Votre robe a au moins 3 ans, bien que vous l'ayez habilement déguisée avec un nouveau ruban. Et à moins que je ne me trompe fort, ce sont des perles d'imitation à votre cou. Pas les véritables perles Weatherstone que votre grand-mère était célèbre pour porter. Votre famille a vendu les vrais, n'est-ce pas? Cette évaluation franche était livrée sans méchanceté, mais avec une certitude absolue. Elle laissa Eugénie momentanément sans voix. Elle avait passé des années à perfectionner sa façade de normalité distinguée. Et cette femme avait vu clair en elle en quelques secondes. « Je ne veux pas vous offenser », dit Winifred plus doucement, bien que ses yeux restassent vifs. « J'ai simplement besoin de m'assurer que vous comprendrez la valeur de ce que je m'apprête à proposer. Vous voyez, j'ai un fils. Félicitations », offrit faiblement Eugénie. Les lèvres de Winifred tressaillirent. « Callum mio, duc de Silverley, Trent Douan, d'une beauté dévastatrice, si je puis me permettre. Riche au-delà de toute mesure, et ne possédant absolument aucun intérêt à trouver une épouse. Savez-vous combien de débutantes j'ai fait défiler devant lui au cours de la dernière décennie? Des dizaines. De belles jeunes femmes accomplies, issues des meilleures familles d'Angleterre. Il les traite toutes avec une courtoisie parfaite et une indifférence complète. Je suis désolé pour votre difficulté, votre grâce, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Parce que... » Winifred se pencha plus près. Sa voix baissa jusqu'à un murmure conspirateur, qui portait étrangement plus de poids qu'un cri. « Vous allez prétendre être sa fiancée, et ce, dès maintenant. » Eugénie la dévisagea. « Je vous demande pardon. Juste pour cet après-midi, » continua Winifred comme si elle n'avait pas suggéré quelque chose de complètement insensé. « Vous voyez, il y a plusieurs femmes particulièrement odieuses à cette réunion. Elles m'ont harcelé sans pitié au sujet du célibat de Callum. Lady Cromwell a même eu l'audace de suggérer que mon fils préférait peut-être une compagnie non conventionnelle. Je dois les faire taire. Et vous, ma chère, êtes la solution parfaite. Votre grâce, je ne peux absolument pas. Vous pouvez, et vous le ferez, dit fermement Winifred, parce que je vais faire en sorte que cela en vaille la peine. Levez-vous. » Quelque part dans l'esprit sensé d'Eugénie, une voix lui hurlait de refuser, de présenter ses excuses et de partir immédiatement. Mais une autre partie d'elle se leva. La partie qui avait passé des années à voir les rides d'inquiétude de son père se creuser. Celle qui avait vu sa mère vendre discrètement les héritages familiaux, pièce par pièce. Celle qui était restée éveillée la nuit, calculant combien de mois encore il pourrait maintenir les apparences avant que les créanciers ne viennent frapper à la porte. Cette partie d'elle se leva. Excellent. Winifred se leva également, passant son bras sous celui d'Eugénie avec une satisfaction possessive. Maintenant, souriez comme si je venais de partager une nouvelle délicieuse. C'est ça. Et pour l'amour du ciel, essayez d'avoir l'air d'une femme amoureuse. Je ne connais même pas votre fils. Détail mineur. Maintenant, tenez la tête haute. Vous êtes sur le point de devenir la femme dont on parle le plus à Londres. Avant qu'Eugénie ne puisse protester davantage, Winifred l'avait entraînée au centre du salon. Là, les dames rassemblées se tournèrent pour les observer avec divers degrés d'intérêt. « Mesdames » annonça Winifred, d'une voix qui portait sans effort à travers la pièce. Toute conversation cessa immédiatement. J'ai la plus merveilleuse des nouvelles. Puis-je vous présenter la fiancée de mon fils, Lady Eugénie Weatherstone. Le mariage aura lieu dans 3 mois à Saint-Georges. Nous ferons quelque chose de simple. Seulement 500 invités environ. La pièce explosa. Les femmes se précipitèrent avec des félicitations et des questions. Leurs voix se mélangeaient en une cacophonie incompréhensible. Eugénie se sentit entraînée dans des étreintes par des gens qu'elle connaissait à peine. Elle s'entendit murmurer des réponses qu'elle ne pouvait pas vraiment assimiler. «
Et elle aperçut des visages allant du ravi au terriblement envieux. Pendant tout ce temps, Winifred resta à ses côtés. Un petit sourire de triomphe jouait sur ses lèvres. « Votre grâce !» siffla Eugénie à voix basse pendant une brève accalmie. « C'est de la folie, quand votre fils découvrira ce que vous avez fait. »« Oh, Callum sera furieux !» acquiesça joyeusement Winifred. « Absolument apoplectique. Ce sera magnifique. Il a été bien trop complaisant ces derniers temps. Cela lui fera du bien. » « Lui fera du bien ? Vous venez d'annoncer à toute la société londonienne que nous sommes fiancés. En effet, je l'ai fait. Et maintenant, vous avez le choix, ma chère. Vous pouvez vous humilier publiquement, vous et moi, en le niant devant tous ces témoins. Vous vous assurerez ainsi que nos réputations ne s'en remettront jamais. Ou, la voix de Winifred prit une qualité d'acier. Vous pouvez jouer le jeu pour le reste de cet après-midi. Et demain matin, vous et moi aurons une discussion en bonne et due forme pour vous dédommager de votre peine. Me dédommager? L'esprit d'Eugénie s'emballa. Vous voulez dire? Je veux dire que je suis prête à être extrêmement généreuse envers la femme qui m'aide à résoudre mon problème. Les difficultés financières de votre famille pourraient devenir une chose du passé, Lady Eugénie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prétendre être amoureuse de mon fils pendant un après-midi. Ce n'est sûrement pas un prix trop élevé. Eugénie regarda les visages qui l'entouraient. Des femmes qu'elle connaissait depuis des années, mais qui ne l'avaient jamais particulièrement remarquée auparavant. Elle la regardait maintenant, cependant. Elle la regardait avec intérêt, avec envie, avec le genre d'attention qui vient quand on est associé à l'un des hommes les plus en vue d'Angleterre. Elle pensa aux yeux fatigués de son père, au sourire courageux de sa mère quand elle avait vendu la broche de sa grand-mère le mois dernier, à l'éducation de son jeune frère, suspendu parce qu'il ne pouvait pas payer les frais. « Que dois-je savoir sur lui ?» s'entendit-elle demander. Le sourire de Winifred s'élargit. « Ah, splendide. Eh bien, laissez-moi voir. Callum est brillant. Premier de sa classe à Cambridge. Il gère nos domaines avec une compétence impressionnante. Et il prend ses devoirs à la Chambre des Lords au sérieux, contrairement à la plupart de ses pairs. C'est un excellent cavalier, un bon tireur. Et il déteste danser, bien qu'il soit plutôt doué pour ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Eugénie. Je voulais dire, qu'est-ce qui convaincra les gens que nous sommes réellement fiancés? Quelles sont ses habitudes, ses préférences? A-t-il le sens de l'humour? Winifred la regarda avec quelque chose qui approchait du respect. Très pratique. Oui, il a un sens de l'humour tout à fait merveilleux, bien qu'il le cache derrière cette réserve ducale qu'il a perfectionnée. Il est sardonique plutôt que jovial. L'esprit prime sur la chaleur, si vous voyez ce que je veux dire. Il lit énormément, en particulier la philosophie et la théorie politique. Il prend son café noir, son whisky sec et sa vie privée très au sérieux. Il est loyal envers ceux qu'il aime, mais lent à faire confiance. Et, ajouta-t-elle avec un regard significatif, il a très peu de patience pour la malhonnêteté ou la manipulation. Alors il va absolument mépriser tout ça, dit Eugénie d'un ton neutre. Oh, sans aucun doute. Mais le temps qu'il le découvre, vous aurez fait une telle impression sur la société londonienne que rompre les fiançailles sera bien plus compliqué que de maintenir la fiction. Du moins pour un court moment. Un court moment, 3 mois devrait suffire. Assez longtemps pour satisfaire les commères et habituer tout le monde à l'idée que Callum se range enfin. Après cela, nous pourrons organiser une dissolution discrète des fiançailles. Décision mutuelle, pas de scandale. Tout le monde se quitte en bons amis. Et la compensation que vous avez mentionnée, nous discuterons des termes spécifiques demain, dit Winifred. Mais je vous assure qu'elle sera plus que suffisante pour résoudre les problèmes financiers de votre famille. Disons assez pour rembourser les dettes de votre père et fournir une rente confortable. En plus, le souffle d'Eugénie se coupa. Ce genre d'argent changerait tout. Son père pourrait arrêter de vendre des morceaux de leur héritage. Sa mère pourrait de nouveau tenir la tête haute en société. Son frère pourrait terminer ses études. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de prétendre aimer un homme qu'elle n'avait jamais rencontré pendant un après-midi. Et ensuite, apparemment, continuer la comédie pendant 3 mois. C'était fou. Complètement, totalement fou. Très bien, dit Eugénie. Mais demain matin, nous discutons des termes correctement. Et si votre fils souhaite mettre fin à cette mascarade immédiatement, je soutiendrai l'explication qu'il préférera. Excellent, dit Winifred. Bien que je doute que Callum veuille y mettre fin une fois qu'il aura réfléchi aux implications. Il est bien trop intelligent pour ça. Maintenant, souriez. Lady Cromwell approche, et c'est la pire commère de Londres.
Tout ce que vous lui direz sera répété dans tous les salons avant le soir. Lady Cromwell était une femme redoutable en satin de couleur éteint. Son expression oscillait entre la félicitation et le calcul. Lady Eugénie, ma chère enfant, je ne savais même pas que vous connaissiez le duc de Silverley. Comme vous avez été délicieusement secrète. Le duc et Lady Eugénie préféraient garder leur entente privée, répondit Winifred, avant qu'Eugénie ne puisse parler. Le jeune amour, vous savez. Ils voulaient du temps pour se connaître sans le regard de la société. Comme c'est romantique. Les yeux de Lady Cromwell se plissèrent d'intérêt. Et où vous êtes-vous rencontrés, si je puis me permettre? L'esprit d'Eugénie devint vide. Où un duc et une dame appauvrie pourraient-ils bien se croiser? Elle ouvrit la bouche, cherchant désespérément une explication plausible. Au British Museum, fournit Winifred avec aisance. Ils ont tous les deux une passion pour la philosophie grecque antique. N'est-ce pas, ma chère? Oui? Eugénie saisit le mensonge avec gratitude. Nous avons découvert que nous examinions tous les deux la même collection de manuscrits. Nous avons entamé une conversation sur l'éthique d'Aristote. Et, elle fit un geste vague. Une chose en a entraîné une autre. Cela semblait absurde, même à ses propres oreilles. Mais Lady Cromwell parut l'accepter. Très intellectuelle. Je suppose que cela explique pourquoi on n'a pas vu le duc courtiser qui que ce soit. Il était trop occupé à vous courtiser en secret. Précisément, dit Winifred avec satisfaction. L'après-midi se poursuivit de la même manière. Eugénie se retrouva à répéter des variations de l'histoire du musée. Elle acceptait les félicitations de femmes qui avaient à peine reconnu son existence auparavant. Et elle se sentait de plus en plus comme si elle avait été emportée dans une production théâtrale sans qu'on lui ait donné son texte. Au moment où la réunion de la Société de bienfaisance se termina, son visage lui faisait mal à force de sourires forcés. Et son esprit vacillait devant l'audace pure de ce qu'elle venait de faire. Alors que les dames commençaient à partir, Winifred lui serra le bras. « Vous avez été magnifique. Ma voiture viendra vous chercher demain matin à 10 heures. Nous discuterons de tout correctement à ce moment-là. Votre grâce, dit Eugénie à voix basse. Que se passera-t-il quand votre fils découvrira ce que nous avons fait? L'expression de Winifred devint pensive. Callum a passé la dernière décennie à éviter ses responsabilités en matière de mariage. Peut-être que cela lui rappellera qu'un duc a des devoirs au-delà de la gestion des domaines et de la participation au Parlement. Parfois, ma chère, nous devons être forcés de reconnaître ce dont nous avons vraiment besoin. Et si ce dont il a vraiment besoin, ce n'est pas moi, alors nous aurons 3 mois pour le découvrir, n'est-ce pas? Winifred lui tapota la main. Mais j'ai le sentiment que vous allez nous surprendre tous les deux. Il y a plus en vous qu'un joli visage et une bonne éducation, Lady Eugénie. Je l'ai vu au moment où vous avez commencé à poser des questions pratiques, au lieu de vous pâmer devant l'honneur de devenir duchesse. Callum a besoin de quelqu'un avec de l'intelligence et du caractère, pas d'une autre débutante mièvre. Vous pourriez être exactement ce qu'il lui faut. Sur cette déclaration énigmatique, la duchesse douairière s'éloigna. Elle laissa Eugénie debout dans le salon qui se vidait, se demandant à quoi diable elle venait de consentir. Elle était censée prétendre être la fiancée du duc de Silverley, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, un homme qui, selon sa mère, méprisait la malhonnêteté et la manipulation. C'était sans conteste la situation la plus ridicule dans laquelle elle s'était jamais trouvée. Et pourtant, alors qu'elle rentrait chez elle dans la modeste voiture des Weatherstone, un autre rappel de leur situation précaire, Eugénie ne pouvait pas tout à fait réprimer un frémissement. C'était quelque chose qui aurait pu être de l'anticipation. Pour la première fois depuis des années, quelque chose d'intéressant lui arrivait. Quelque chose d'inattendu et d'absurde, et de potentiellement désastreux. Mais aussi, peut-être, quelque chose qui pourrait sauver sa famille. Elle arriva à la maison pour trouver sa mère dans le salon. Elle raccommodait des rideaux qui auraient dû être remplacés il y a 2 ans. « Ma chérie, comment s'est passée la réunion de la Société de bienfaisance ?» Eugénie regarda sa mère, toujours belle, malgré les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Elle maintenait toujours la dignité gracieuse qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus admirées de sa génération. Elle prétendait toujours que tout allait parfaitement bien, même si leur monde s'effondrait pièce par pièce. « En fait, mère, dit Eugénie lentement, quelque chose d'assez extraordinaire s'est produit. Il semble que je me sois fiancée. » L'aiguille de sa mère s'arrêta en plein point. « Tu quoi? Au duc de Silverley. » Sa mère l'a annoncé à toute la société de bienfaisance. Le mariage doit avoir lieu dans 3 mois à Saint-Georges.
Il y eut un long et profond silence. Puis sa mère posa son ouvrage avec grand soin. Eugénie Charlotte Weatherstone, assis-toi et explique-toi sur le champ. Tandis que Eugénie racontait les événements de l'après-midi, elle regarda l'expression de sa mère passer par l'incrédulité, l'horreur, et enfin un calcul prudent. « Laisse-moi bien comprendre, » dit sa mère quand Eugénie eut fini. « La duchesse douairière de Silverlea a promis de te dédommager, nous, pour avoir participé à de fausses fiançailles avec son fils. Oui, des fiançailles qui dureront 3 mois et seront ensuite discrètement dissoutes. C'est ce qu'elle a proposé. Et tu crois qu'elle paiera réellement ce qu'elle a promis? La duchesse douairière n'est pas devenue l'une des femmes les plus influentes de Londres en manquant à sa parole, mère. Au contraire, sa réputation de tenir ses promesses est redoutable. Sa mère resta silencieuse un long moment. Sais-tu ce que cela pourrait signifier pour nous si elle tient sa parole? Je sais. Ton père pourrait relever la tête. Nous pourrions réparer le toit. Edward pourrait terminer ses études correctement. Je sais, mère. Un autre silence tomba entre elles, lourd d'implications non dites. Tu devras le rencontrer à un moment donné, dit finalement sa mère. Le duc. Il aura sans aucun doute son mot à dire sur le fait que sa mère annonce ses fiançailles sans sa connaissance ou son consentement. Eugénie sentit son estomac se nouer d'appréhension. Oui, j'imagine qu'il l'aura. La duchesse douairière est-elle certaine qu'il ne dénoncera pas simplement les fiançailles immédiatement? Elle semble penser qu'il sera pragmatique à ce sujet une fois qu'il aura considéré les implications. Un scandale public nuirait à sa réputation autant qu'à la nôtre, peut-être. Sa mère reprit son ouvrage, bien que ses mains tremblassent légèrement. C'est dangereux, Eugénie, si ça tourne mal. Si ça tourne mal, nous ne serons pas dans une situation pire que maintenant, dit Eugénie fermement. Et si ça se passe bien, nous pourrions enfin avoir un avenir qui n'implique pas de vendre les affaires de grand-mère pièce par pièce. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu ça pour toi, rien de tout ça. Je sais. Eugénie traversa la pièce jusqu'au fauteuil de sa mère et s'agenouilla à côté. Mais c'est notre réalité. Et pour une fois, j'ai une chance de faire quelque chose. Je ne laisserai pas la fierté ou la peur m'arrêter. Sa mère lui toucha doucement la joue. Tu es tellement plus courageuse que je ne l'ai jamais été. J'ai appris des meilleurs, dit doucement Eugénie. Tu as été courageuse chaque jour, en maintenant cette famille unie. Elles restèrent assises ensemble, dans la lumière déclinante de l'après-midi. Toutes deux conscientes que le lendemain apporterait des défis qu'aucune d'elles ne pouvait pleinement anticiper. Quelque part à travers Londres, dans une maison qu'Eugénie n'avait jamais vue, un duc passait sa soirée. Il était totalement inconscient que sa vie était sur le point de se compliquer de manière qu'il ne pouvait imaginer. La résidence londonienne du duc de Silverlea était un chef-d'œuvre d'architecture géorgienne, tout en proportions élégantes et en magnificence discrète. Eugénie se tenait devant le lendemain matin. Elle était parfaitement consciente de l'inadéquation de sa deuxième meilleure robe du matin face à une telle grandeur. La voiture de la duchesse douairière l'avait récupérée précisément à 10 heures, et Winifred elle-même l'avait accompagnée. Maintenant, un flot de bavardage joyeux, qui ne calmait en rien les nerfs de plus en plus anxieux d'Eugénie. « Souvenez-vous, » dit Winifred, alors qu'elles approchaient de la porte d'entrée. « Callum va tempêter et rager. Laissez-le faire. Il a besoin de passer sa colère avant de pouvoir penser rationnellement. Et sous toute cette indignation ducale, il est en fait assez raisonnable. C'est rassurant, dit faiblement Eugénie. Aussi, il pourrait dire des choses assez blessantes. Ne les prenez pas personnellement. Il a une langue acérée quand il est en colère, mais il n'est jamais délibérément cruel. Votre grâce, vous n'aidez pas vraiment. Winifred rit. Désolé, ma chère. Je suis simplement excité. C'est la chose la plus intéressante qui soit arrivée depuis des années. Elles furent admises par un majordome dont l'expression suggérait qu'il avait été témoin de nombreuses choses intéressantes dans sa vie et n'avait été impressionné par aucune d'elles. Il les conduisit à travers un hall d'entrée qui coupa le souffle d'Eugénie. Des sols en marbre, des plafonds hauts, des œuvres d'art dignes d'un musée. Puis dans un bureau qui parvenait à être à la fois magnifique et étrangement confortable. Des bibliothèques du sol au plafond tapissaient les murs. Elles étaient remplies de volumes reliés en cuir qui semblaient réellement lus plutôt que décoratifs. Un bureau massif dominait une extrémité de la pièce, couvert de piles ordonnées de correspondances et de documents.
La lumière du soleil matinal entrait à flot par de hautes fenêtres donnant sur un jardin privé. Et debout près d'une de ces fenêtres, lisant ce qui semblait être une lettre, se tenait le duc de Silverley. La première pensée d'Eugénie fut que Winifred n'avait pas exagéré sur la beauté dévastatrice de son fils. Callum Mayo était grand et mince, avec des cheveux sombres qui tombaient sur son front. Cela suggérait qu'il y avait passé les mains. Son profil était tout en lignes pures et angles aristocratiques. Des pommettes hautes, une mâchoire forte, un nez droit. Il ne portait pas de veste, juste une chemise et un gilet. Et même dans cette tenue décontractée, il dégageait le genre d'autorité qui venait de générations de lignées et de pouvoir. Puis il se tourna, et Eugénie vit ses yeux, gris-vert, intelligents et absolument furieux. « Mère, dit-il d'une voix d'un calme mortel, voudriez-vous m'expliquer pourquoi j'ai reçu 14 messages de félicitations ce matin concernant des fiançailles dont je ne savais rien? »« Bonjour, mon chéri, » dit Winifred d'un ton enjoué. « Comme c'est merveilleux que la nouvelle se soit répandue si vite. Eugénie, puis-je vous présenter mon fils, Callum Mayo, duc de Silverley? Callum, voici Lady Eugénie Weatherstone, votre fiancée. » La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Le regard de Callum se posa sur Eugénie. Elle se sentit évaluée avec la même minutie que sa mère avait montré la veille, mais avec beaucoup moins de chaleur. « Lady Eugénie, » dit-il avec une politesse exquise, « comme il est regrettable que nous nous rencontrions dans des circonstances aussi créatives. Votre grâce, » réussit à dire Eugénie, résistant à l'envie de faire la révérence. Elle prétendait peut-être être fiancée à lui, mais elle ne se laisserait pas intimider. « Je vous assure que cette situation est aussi inattendue pour moi qu'elle l'est pour vous. » Un sourcil sombre se leva. « D'une manière ou d'une autre, j'en doute. La plupart des femmes qui prétendent être ma fiancée ont généralement au moins une vague connaissance de moi au préalable. »« Callum, ne sois pas méchant, » dit Winifred. « Eugénie nous rend un service énorme. Un service. Sa voix aurait pu geler l'eau. En participant au plan dément de ma mère pour me manipuler en vue du mariage. Quelle charité! Je suis juste ici, dit Eugénie sèchement, sa propre colère montant. Et je suis parfaitement capable de parler pour moi-même, votre grâce. Alors peut-être pourriez-vous diriger votre colère là où elle doit être, vers votre mère, plutôt que de vous en prendre à moi. Il y eut un moment de silence stupéfait. Puis, à la surprise d'Eugénie, les lèvres de Callum tressaillirent. Du caractère, comme c'est rafraîchissant. Il traversa la pièce jusqu'à son bureau et jeta la lettre qu'il tenait. Très bien, puisque ma mère a décidé de mettre en scène ma vie sans consultation, peut-être que quelqu'un devrait m'expliquer exactement ce qui s'est passé hier. Winifred s'installa dans un fauteuil, comme pour se préparer à une conversation agréable. C'est assez simple en réalité. J'ai observé Lady Eugénie à la réunion de la Société de bienfaisance. Intelligente, posée, et clairement pas intéressée par les sottises sociales habituelles. L'épouse parfaite, ai-je pensé. Alors je lui ai suggéré de prétendre être votre fiancée pour l'après-midi. Suggéré, répéta Callum d'un ton neutre. Eh bien, fortement encouragé. Lady Cromwell était particulièrement odieuse au sujet de votre célibat, et je devais la faire taire. Eugénie ici était la solution parfaite. Parfait. Le regard de Callum revint sur Eugénie. Et vous avez simplement accepté sans poser de questions. Votre mère a offert une compensation, dit Eugénie directement, ne voyant aucun intérêt à dissimuler. Ma famille a des difficultés financières. Elle a proposé un arrangement commercial. Je prétends être fiancé à vous pendant 3 mois, et en échange, elle fournit suffisamment de fonds pour régler nos dettes. Cela semblait assez simple. Elle observa attentivement son expression, essayant de lire sa réaction. À sa surprise, il parut plus intrigué qu'insulté. « Honnête, au moins, » observa-t-il. « La plupart des femmes prétendraient à un motif romantique. Je ne suis pas comme la plupart des femmes, votre grâce, et je n'ai aucun intérêt à vous tromper sur mes raisons. Non, apparemment vous n'avez d'intérêt qu'à tromper toute la société londonienne. » Mais il y avait moins de chaleur dans sa voix maintenant, plus de calcul. C'était l'idée de votre mère, souligna Eugénie. Je buvais simplement mon thé et m'occupais de mes affaires quand elle m'a entraîné dans ce complot. Et pourtant, vous n'avez pas refusé. Non, admit Eugénie. Je ne l'ai pas faite parce que ma famille a besoin d'aide, et je ne suis pas trop fier pour l'accepter quand elle est offerte, même si elle vient avec des conditions. Callum l'étudia un long moment, puis il se tourna vers sa mère. 3 mois?
3 mois, confirma Winifred. Assez longtemps pour satisfaire la société et faire en sorte que les commères parlent d'autre chose. Après cela, vous et Eugénie pourrez avoir une dissolution discrète des fiançailles. Pas de scandale, pas de drame. Sauf que je serai connu comme l'homme qui a rompu des fiançailles avec une jeune femme respectable, souligna Callum. Cela n'améliorera pas exactement ma réputation. Nous dirons que c'était mutuel, dit Winifred. Vous avez découvert que vous ne vous conveniez pas. Ça arrive tout le temps. Et en attendant, je suis censé jouer le fiancé dévoué. Ce serait utile, acquiesça sereinement sa mère. Callum resta silencieux un moment, son expression illisible. Puis il se dirigea pour se verser un verre de whisky de la carafe sur son bureau. Il est 10 heures du matin, observa Winifred. Oui, et je viens de découvrir que je suis fiancé à une parfaite inconnue. Je crois que cela justifie de boire le matin. Il but la moitié du verre, puis regarda à nouveau Eugénie. Dites-moi, Lady Eugénie, êtes-vous consciente de ce qu'implique réellement le fait d'être fiancé à un duc? Les obligations sociales, l'examen minutieux, le défilé sans fin d'événements fastidieux auxquels vous devrez assister à mes côtés. J'imagine que c'est considérablement plus agréable que de voir la maison de ma famille tomber en ruine autour de nous, dit Eugénie d'un ton égal. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou un respect réticent. Vous êtes remarquablement pragmatique à ce sujet. Je trouve le pragmatisme utile dans les situations difficiles. Et c'est une situation difficile. Extraordinairement, acquiesça Eugénie, mais pas insurmontable. Votre mère a raison sur un point. Si vous dénoncez les fiançailles maintenant, cela crée un scandale qui nous nuit à tous les deux. Mieux vaut maintenir la fiction pour un court moment et ensuite mettre fin aux choses discrètement. 3 mois, ce n'est pas si long. Callum termina son whisky et posa le verre avec un soin précis. Très bien, j'accepte cette mascarade absurde, à 2 conditions. Lesquelles? Demanda Winifred. Premièrement, nous établissons des termes clairs. Lady Eugénie recevra sa compensation par étapes. 1/3 maintenant pour démontrer la bonne foi, 1/3 à mi-parcours, et le dernier tiers lorsque les fiançailles prendront fin à l'amiable. Cela garantit la coopération de toutes les parties. D'accord, dit Winifred promptement. Et la deuxième condition? Callum regarda directement Eugénie. Vous emménagez dans cette maison immédiatement. Quoi? Eugénie et Winifred parlèrent simultanément. Si nous voulons convaincre la société londonienne que ces fiançailles sont réelles, nous devons être vus ensemble fréquemment. Cela signifie des dîners, des événements, des promenades matinales dans le parc. Tous les rituels de cour fastidieux que les gens attendent. Ce sera beaucoup plus facile si vous vivez sous mon toit avec ma mère comme chaperon. Bien sûr. Callum, c'est très irrégulier, protesta Winifred. Tout comme arranger de fausses fiançailles sans ma connaissance, rétorqua-t-il. De plus, de nombreux couples fiancés vivent dans le même foyer avec un chaperonnage approprié. Cela rendra en fait notre histoire plus convaincante. Il avait raison, réalisa Eugénie avec consternation. Et elle pouvait voir le calcul dans ses yeux. C'était un test. Il s'attendait à ce qu'elle refuse, à ce qu'elle recule, devant un arrangement aussi peu conventionnel. D'accord, dit-elle. Les 2 méos se tournèrent pour la regarder. D'accord, répéta Callum. Si cela rend l'arrangement plus pratique, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Tant que la situation de vie est correctement chaperonnée, et tant que vous comprenez que c'est purement un arrangement commercial, acquiesça Callum. Mais quelque chose dans son expression suggérait qu'il trouvait sa conformité surprenante. Alors nous avons un accord. Mère, j'espère que vous pouvez prendre les dispositions financières dont Lady Eugénie et moi avons discuté. Bien sûr. Winifred regarda entre eux, clairement satisfaite de la tournure des événements. Je ferai livrer le premier paiement à Lord Weatherstone cet après-midi. Excellent. Lady Eugénie, quand pouvez-vous déménager vos affaires? Demain. L'esprit d'Eugénie était en ébullition. Tout allait si vite. Demain, ce sera. Callum retourna à son bureau, les congédiant déjà. Mère, veuillez montrer à Lady Eugénie les chambres que vous jugez appropriées. Et quelqu'un devrait probablement informer le personnel que nous allons avoir une nouvelle résidente. Attendez, dit Eugénie. C'est tout? On fait juste ça? Callum leva les yeux et pour la première fois, elle vit une pointe d'humour dans ses yeux. Vous attendiez plus de discussions? Vous avez accepté mes conditions. J'ai accepté les vôtres. L'arrangement est réglé. À moins que vous n'ayez des doutes.
Non, dit-elle rapidement. Je pensais simplement que je ragerais, menacerais et vous mettrais à la porte. Son sourire était sardonique. J'y ai pensé, mais comme vous l'avez souligné, le mal est déjà fait. Ma mère s'est assurée que la moitié de Londres croit que nous sommes fiancés. Le combattre ne ferait que créer plus de problèmes. Alors autant tirer le meilleur parti de cette farce. Il retourna son attention au papier sur son bureau. Nous dînerons ensemble ce soir, à 7 heures. Veuillez vous habiller de manière appropriée. Si nous voulons convaincre les gens que nous sommes follement amoureux, nous devrions probablement avoir au moins une conversation correcte. C'était clairement un renvoi. Eugénie suivit Winifred hors du bureau, l'esprit tourbillonnant de tout ce qui venait de se passer. En l'espace d'une seule matinée, elle était passée de dame appauvrie à fiancée du duc de Silverley. Elle emménageait dans sa maison demain pour passer 3 mois à prétendre être amoureuse d'un homme qui détestait clairement toute la situation. Dans quoi s'était-elle embarquée? Emménager dans la résidence londonienne du duc de Silverley s'avéra considérablement plus compliqué qu'Eugénie ne l'avait prévu. Sa mère avait passé toute la soirée dans un état d'excitation anxieuse. Elle alternait entre des préoccupations de bienséance et le soulagement de l'aide financière promise. Celle-ci était en effet arrivée cet après-midi, livrée en personne par le secrétaire de la duchesse douairière. C'était un chèque de banque qui avait fait trembler les mains du père d'Eugénie. « C'est réel », avait-il dit doucement, fixant le papier comme s'il pouvait disparaître. « C'est vraiment en train d'arriver. » « Essayez de ne pas tout dépenser d'un coup », avait dit Eugénie, tentant une légèreté pour couvrir sa propre anxiété. « Je me suis engagé pour 3 mois de théâtre social extrêmement gênant. Maintenant, en regardant ces maigres affaires être chargées dans la voiture de la famille Méo, elle sentit tout le poids de ce qu'elle avait accepté. C'était comme une chose physique qui s'abattait sur elle. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis », dit doucement sa mère en lui serrant la main. « Nous pourrions trouver un autre moyen. »« Il n'y a pas d'autre moyen, mère. Nous le savons toutes les deux. » Eugénie rendit la pression. « 3 mois. Je peux survivre à n'importe quoi pendant 3 mois. » La résidence du duc était encore plus imposante à la lumière du jour. Eugénie fut accueillie à la porte par Madame Thornbury, la gouvernante. C'était une femme redoutable dans la cinquantaine, qui dégageait une efficacité compétente et un scepticisme à peine dissimulé sur tout cet arrangement. « Son Altesse a ordonné qu'on vous donne la suite rose », dit Madame Thornbury, en guidant Eugénie à travers des couloirs de marbre. Elle est traditionnellement réservée aux membres de la famille. La duchesse douairière séjournera dans les pièces attenantes. Comme c'est pratique, murmura Eugénie. En effet, le ton de Madame Thornbury suggérait qu'elle avait des opinions sur toute cette situation, mais qu'elle était trop professionnelle pour les exprimer. Son Altesse prend son petit déjeuner dans la salle du matin à 8 heures précises. Le déjeuner est informel. La plupart des jours, il est sorti pour gérer les affaires du domaine. Le dîner est à 7 heures, tenue de soirée exigée. Elles atteignirent une série de portes doubles que Madame Thornbury ouvrit avec panache. La suite rose coupa le souffle d'Eugénie. Le salon était décoré dans des tons de crème et de rose. Le mobilier élégant semblait à la fois beau et confortable. À travers une autre porte, elle pouvait voir une chambre avec un lit à baldaquin drapé de tentures de soie. Elle faisait facilement 3 fois la taille de sa chambre à la maison. Les appartements privés de Son Altesse sont dans l'aile Est, continua Madame Thornbury. Il attache une grande importance à sa vie privée. La bibliothèque est au rez-de-chaussée. Vous êtes la bienvenue pour l'utiliser, bien que Son Altesse demande que les volumes soient remis à leur place. La salle de musique est au 2e étage, si vous jouez. Veuillez m'informer si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre confort. Après le départ de Madame Thornbury, Eugénie se tint au centre de son nouveau salon et essaya de ne pas se sentir dépassée. C'était temporaire, se rappela-t-elle. 3 mois de comédie, puis retour à sa vraie vie. Avec, espérons-le, assez d'argent pour s'assurer que cette vie serait considérablement plus confortable. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Elle l'ouvrit pour trouver Winifred, l'air ravi. « Vous vous installez » demanda la duchesse douairière, passant devant elle sans attendre d'invitation. « Excellent. Maintenant, nous devons discuter de stratégie. Stratégie pour convaincre la société que you et Callum êtes vraiment amoureux. Ce ne sera pas facile. Mon fils n'a jamais montré d'intérêt pour personne auparavant. Les gens vont scruter chaque interaction. » Eugénie s'affaissa dans l'un des fauteuils. « Merveilleux. Encore plus de pression. Ne soyez pas dramatique, ma chère.
J'ai une confiance totale en vos capacités. Winifred s'installa en face d'elle. Maintenant, il y a un dîner chez Lady Hathaway demain soir. Excellente occasion d'être vus ensemble en public. Callum devra être attentif. Tenir votre chaise, aller chercher des rafraîchissements, ce genre de choses. Et vous devrez le regarder comme s'il était absolument fascinant. Cela pourrait être difficile, étant donné qu'il me regarde comme si j'étais un inconvénient particulièrement irritant. Oh, il boude simplement. Il s'y fera. Winifred fit un geste dédaigneux de la main. Sous ce froid ducal, Callum est en fait tout à fait capable de charme. Il s'en donne rarement la peine, c'est tout. Comme c'est rassurant. Faites-moi confiance, ma chère. Mon fils est beaucoup de choses. Têtu, fier, parfois insupportablement arrogant. Mais il n'est pas stupide. Il sait que cet arrangement lui profite autant qu'à vous. Une fois qu'il cessera d'être agacé d'avoir été déjoué, il s'engagera correctement dans la performance. Eugénie espérait qu'elle avait raison. La pensée de passer 3 mois avec un homme qui détestait sa présence était épuisante à envisager. Le dîner de ce soir-là fut précisément aussi inconfortable qu'Eugénie l'avait craint. Elle avait choisi sa meilleure robe de soirée, une soie émeraude qui avait été magnifique il y a 4 ans et qui était simplement présentable maintenant. Elle arriva dans la salle à manger formelle, à 7 heures exactement. Callum était déjà là, impeccablement vêtu de noir. Il ressemblait à quelque chose d'une peinture de la Renaissance, d'une beauté dévastatrice et complètement inaccessible. Il se leva quand elle entra, ce qui était correct. Mais le geste semblait mécanique plutôt que courtois. Lady Eugénie, ponctuelle. « J'apprécie cela chez une personne. J'essaye de ne pas faire perdre leur temps aux autres, » répondit-elle, prenant le siège que le laquais lui tenait. « Même quand je suis forcé d'être en leur compagnie par des manigances maternelles. » Ses lèvres tressaillirent. « Au moins, nous sommes d'accord sur quelque chose. » Le premier plat fut servi. Une soupe délicate qu'Eugénie goûta à peine. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le cliquetis discret de l'argenterie sur la porcelaine. Finalement, Callum parla. « Nous devrions probablement établir quelques règles de base, au-delà d'emménager avec vous et de prétendre être follement amoureux. » Au-delà de celle-ci, oui. Il posa sa cuillère avec un soin précis. « Premièrement, j'attends de la discrétion. Ce qui se passe ou ne se passe pas entre ces murs reste privé. Pas de commérage avec des amis, pas de confidence à la famille, au-delà de ce qui est nécessaire. D'accord. Deuxièmement, nous devrons coordonner nos emplois du temps. J'ai des obligations qui ne peuvent être évitées. Des sessions parlementaires, des affaires de domaine, des événements sociaux auxquels je me suis déjà engagé. Vous devrez m'accompagner à au moins certains d'entre eux. Je m'y attendais. Troisièmement, il marqua une pause, l'étudiant. Nous devrions probablement faire un effort pour nous connaître réellement. Les gens amoureux ont généralement des conversations. Quel concept révolutionnaire, dit Eugénie sèchement. Des couples fiancés qui se parlent. Ne soyez pas sarcastique. Alors n'énoncez pas l'évidence. Ils se regardèrent fixement de part et d'autre de la table. Puis, de manière inattendue, Callum rit. Un son authentique d'amusement qui transforma entièrement son visage. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » admit-il. « À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus docile. » Mièvre, peut-être. La plupart des femmes confrontées au mécontentement d'un duc s'excuseraient abondamment à présent. Je ne suis pas comme la plupart des femmes, et je n'ai en fait rien fait de mal. C'est votre mère qui l'a fait. Si vous voulez des excuses, adressez-les de manière appropriée. C'est juste. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, la considérant avec un nouvel intérêt. Parlez-moi de vous, Lady Eugénie. Au-delà des difficultés financières qui vous ont mise dans ce pétrin. C'était la première fois qu'il lui demandait quelque chose de personnel. Eugénie réfléchit à ce qu'elle devait révéler. J'ai 26 ans. J'ai eu une saison il y a 9 ans qui a été modérément réussie jusqu'à ce que les investissements de mon père s'effondrent. J'aime lire la philosophie, principalement, et l'histoire. Je suis raisonnablement compétente en aquarelle, bien que je n'ai pas de talent particulier. Je parle français convenablement et italien mal. Je suis meilleur en mathématiques que ce qui est considéré comme approprié pour une dame. Et je déteste fortement les commérages, ce qui m'a rendu plutôt impopulaire dans les cercles de la société. La philosophie. L'intérêt de Callum s'aiguisa. Ma mère a dit quelque chose à ce sujet. Que lisez-vous? Je travaille actuellement sur les essais de Locke. Avant cela, Hume. Je trouve l'épistémologie fascinante.
La question de ce que nous pouvons vraiment savoir par rapport à ce que nous croyons simplement. La plupart des dames que j'ai rencontrées considèrent la philosophie comme fastidieuse. La plupart des gentlemen que j'ai rencontrés considèrent les dames comme fastidieuses, alors peut-être que nous sommes quittes. Il rit de nouveau, clairement surpris par sa réponse. Touché. Et les mathématiques? Mon père me les a enseignées quand j'étais jeune, avant de réaliser que ce n'était pas convenable. J'ai continué à étudier par moi-même. Il y a quelque chose de satisfaisant dans les problèmes avec des solutions définies, contrairement à la plupart des choses de la vie. Je ne peux pas contester cela. Callum attrapa son verre de vin. Très bien, à mon tour. J'ai 32 ans, Cambridge. Comme ma mère l'a mentionné, je prends mon siège à la Chambre des Lords au sérieux. Actuellement impliqué dans des discussions de réforme sur les lois sur les pauvres et les conditions de travail en usine. Je collectionne les premières éditions de textes de philosophie, ce qui me rend probablement fastidieux. Je fais de l'escrime régulièrement parce que j'aime la discipline, et je déteste danser malgré mes compétences adéquates. Pourquoi détestez-vous danser? Parce que cela nécessite de faire la conversation avec des débutantes mièvres, pendant que leur mère m'évalue comme du bétail de concours. Il grimaça. Bien que je suppose que je devrais danser avec vous maintenant pour maintenir les apparences. Quelle chance pour moi! Quelle chance pour nous, corrigea-t-il. Nous sommes tous les deux coincés dans cette situation ridicule. Le plat principal arriva, du canard rôti avec des légumes, et ils mangèrent dans un silence plus confortable. Eugénie se sentit se détendre légèrement. Callum Mayo était peut-être arrogant et clairement contrarié par ses fiançailles, mais il était aussi intelligent et étonnamment honnête. Il y avait des qualités pires chez un fiancé temporaire. Le dîner de Lady Hathaway demain, dit Callum après un moment. Êtes-vous préparé pour cela? Ce sera votre première apparition officielle en tant que ma fiancée, aussi préparée qu'on peut l'être pour une tromperie publique. Vous devrez rester près de moi, répondre aux questions sur notre cours de manière cohérente. Tenez-vous-en à l'histoire du British Museum que ma mère a inventée. Et pour l'amour du ciel, essayez de me regarder de temps en temps comme si je n'étais pas complètement insupportable. Cela pourrait nécessiter un talent d'actrice considérable. J'ai une confiance totale en vos capacités, dit-il, faisant écho aux paroles de sa mère avec un sarcasme évident. De même, votre grâce. Je suis sûr que vous pouvez réussir à avoir l'air épris pendant quelques heures. Je suis un duc. Je peux réussir n'importe quoi quand c'est nécessaire. Quelle attitude humble. Je préfère confiant. Ils terminèrent le repas avec des plaisanteries de plus en plus à l'aise. Et Eugénie réalisa avec une certaine surprise qu'elle s'amusait réellement. Callum Mayo était vif d'esprit et avait un sens de l'humour très sec qui lui plaisait. Quand il n'était pas froidement formel, il était en fait plutôt sympathique. Pensée dangereuse. C'était un arrangement commercial, rien de plus. Elle ne pouvait pas se permettre de l'oublier. Après le dîner, Callum l'escorta jusqu'à la bibliothèque. C'était une pièce énorme qui lui coupa le souffle de plaisir. Des livres tapissaient chaque mur, du sol au plafond. Plus de volumes qu'elle n'en avait jamais vus en dehors d'une université. « Vous êtes la bienvenue pour lire tout ce qui se trouve ici », dit Callum, observant sa réaction avec amusement. Bien que j'apprécierais que les volumes soient remis correctement. Ils sont organisés par sujet et par auteur. Bien sûr, Eugénie se déplaça le long des étagères, lisant les titres avec une excitation croissante. Et vous avez les œuvres complètes d'Aristote et de Platon. Et est-ce une première édition de Descartes? C'est bien ça. Il prit le volume et le lui tendit. Faites attention avec. Mais oui, vous pouvez l'emprunter. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle prenait le livre. Et Eugénie sentit une secousse inattendue de conscience. Elle se retira rapidement, serrant le volume comme un bouclier. Merci. De rien. S'il avait remarqué sa réaction, il n'en montra aucun signe. Je passe généralement mes soirées ici quand je ne suis pas requis ailleurs. N'hésitez pas à vous joindre à moi, ou non, comme vous préférez. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons constamment en compagnie l'un de l'autre. Ce serait épuisant. D'accord. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Lady Eugénie, pour ce que ça vaut, vous gérez cette situation avec beaucoup plus de grâce que ce à quoi je m'attendais. Je m'excuse si j'ai été excessivement dur ce matin. C'était assez inattendu pour la laisser momentanément sans voix. Merci. Votre grâce. Callum, dit-il. Si nous sommes censés être fiancés, vous devriez probablement utiliser mon prénom, au moins en privé. Callum alors. Et vous devriez m'appeler Eugénie. Très bien. Bonne nuit, Eugénie. Bonne nuit.
Après son départ, elle s'affaissa dans l'un des fauteuils de la bibliothèque et laissa échapper un souffle tremblant. Cela allait être plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Parce que contre toute raison et tout bon sens, elle commençait à apprécier Callum Mayo. Et c'était absolument la dernière chose dont elle avait besoin. Le dîner de Lady Hathaway était exactement le genre d'événement social scintillant qu'Eugénie avait évité pendant des années. Le salon flamboyait de la lumière des bougies, se reflétant sur les bijoux et les robes de soie. Les familles les plus influentes de Londres s'étaient rassemblées, ostensiblement pour dîner, mais en réalité pour observer le duc de Silverley et sa mystérieuse nouvelle fiancée. Eugénie pouvait sentir leurs yeux sur elle, dès l'instant où elle entra au bras de Callum. Il était venu la chercher plus tôt, d'une beauté dévastatrice dans ses vêtements de soirée. Il lui avait offert son bras avec une courtoisie formelle qui parvenait tout de même à transmettre de la réticence. « Souvenez-vous » avait-il murmuré alors qu'il descendait vers la voiture. « Restez près de moi, souriez de temps en temps, et essayez de ne pas avoir l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous embarrasser. Je suis plus préoccupé par le fait que vous soyez dévorés par les piranhas sociaux. Ils vont nous encercler dès que nous entrerons. » Il n'avait pas tort. Dès que Lady Hathaway eut terminé ses salutations effusives, ils furent entourés d'invités curieux. Tous posaient des variations des mêmes questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Quand avez-vous réalisé que vous étiez amoureux? Quand est le mariage? Callum géra la situation avec une aisance pratiquée. Sa main était au creux du dos d'Eugénie, un geste qui paraissait possessif, mais qui semblait étrangement protecteur. Lady Eugénie et moi avons découvert que nous partagions des intérêts intellectuels, dit-il avec aisance. Tout le reste a suivi naturellement. Comme c'est romantique, roucoula Lady Peton. Et si peu comme vous, votre grâce. Nous avions presque perdu tout espoir de vous voir vous ranger un jour. Apparemment, j'avais simplement besoin de la bonne motivation. Son ton était parfait, assez chaleureux pour suggérer une affection sincère, mais pas si effusif pour être incroyable. Eugénie se trouva impressionnée malgré elle. Tout au long du dîner, Callum joua son rôle à la perfection. Il lui tint sa chaise, s'assura que son verre de vin était rempli, et il l'engagea dans une conversation sur la philosophie qui était réellement intéressante plutôt que simplement performative. Pour tout observateur, il semblait être un couple sincèrement fasciné l'un par l'autre. « Vous êtes plutôt doué pour ça », murmura Eugénie, pendant une accalmie dans la conversation. « Des années de pratique de la tromperie sociale », répondit-il doucement. « Chaque duc apprend très tôt comment paraître charmant, tout en ne ressentant absolument rien. Comme c'est épuisant. Extrêmement. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et quelque chose vacilla en eux. De la sympathie, peut-être. Bien que je soupçonne que vous compreniez cela, jouer des rôles pour le bénéfice de la société. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lady Cromwell fondit sur eux avec sa fille à ses côtés. C'était une jolie fille blonde, qui semblait avoir à peine 18 ans et être absolument misérable. « Votre grâce, Lady Eugénie, quel plaisir de vous voir tous les deux. Puis-je vous présenter ma fille, Mademoiselle Arabella Cromwell. Bella, ma chérie, dis bonjour au duc. » Arabella fit une jolie révérence, mais avec une réticence visible. « Votre grâce, Mademoiselle Cromwell. » La courtoisie de Callum était impeccable, mais Eugénie remarqua son léger retrait, la façon dont il s'était positionné plus près d'elle, comme s'il utilisait leur fiançailles comme un bouclier. Bella attendait cette saison avec tant d'impatience, continua Lady Cromwell sans s'en rendre compte. Bien que, bien sûr, maintenant que votre grâce est fiancée, elle laissa sa phrase en suspens de manière significative. « Mère » siffla Arabella, clairement mortifiée. Eugénie ressentit une vague de sympathie pour la jeune fille. « Mademoiselle Cromwell, c'est une jolie robe. La couleur vous va à merveille. » L'expression d'Arabella s'illumina. « Merci, Lady Eugénie. Je l'ai choisi moi-même. Mère voulait que je sois en blanc, mais j'ai insisté pour le bleu. Vous avez bien fait. Le blanc est si insipide. » Elles discutèrent quelques instants de mode, et Eugénie remarqua que Callum la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Quand Lady Cromwell entraîna finalement sa fille pour rencontrer d'autres prétendants potentiels, il se pencha plus près. « C'était gentil de votre part. Elle avait l'air mal à l'aise. Je me souviens de ce que c'était que d'être exhibée comme du bétail. D'où votre sympathie pour ma plainte antérieure sur la danse. Précisément. » La soirée se poursuivit de la même manière. Eugénie se surprit à apprécier certaines parties.
particulièrement quand elle et Callum parvenaient à trouver un coin tranquille et à discuter du projet de loi de réforme politique sur lequel ils travaillaient. Il était passionné par l'amélioration des conditions des ouvriers d'usine, et ses arguments étaient bien raisonnés et convaincants. La plupart des gens ne s'attendent pas à ce que les ducs se soucient de telles choses, dit-il. Ils supposent que nous sommes tous trop occupés à profiter de nos privilèges pour remarquer la souffrance. Mais vous n'êtes pas comme ça. Non. Peut-être parce que mon père s'est assuré que je comprenne que le privilège s'accompagne de responsabilités. Le pouvoir devrait servir un but au-delà de la gratification personnelle. C'est une pensée assez progressiste. Ne le répétez pas. J'ai une réputation d'arrogance aristocratique à maintenir. Elle rit et il sourit. Une expression sincère qui transforma ses traits habituellement sévères. Pendant un instant, il fut facile d'oublier que tout cela n'était qu'une comédie. Alors que la soirée touchait à sa fin et qu'il se préparait à partir, Lady Hathaway prit Eugénie à part. « Ma chère, je dois dire que je n'ai jamais vu le duc regarder quelqu'un comme il vous regarde. » Vous avez tout à fait capté son attention. Eugénie produisit un rougissement approprié. Il est très spécial, en effet, et vous semblez parfaits l'un pour l'autre. Une conversation intelligente, des intérêts partagés. C'est bien mieux qu'une débutante mièvre qui l'ennuierait en une semaine. Dans la voiture qui les ramenait, Callum était silencieux. Il regardait par la fenêtre les rues sombres de Londres. « Vous vous en êtes bien sorti ce soir, dit-il finalement. Très convaincante. Vous aussi. Oui, presque trop convaincant. » Il se tourna pour la regarder, son expression illisible dans la faible lumière. « Nous devons être prudents, Eugénie. » « Prudents de quoi? D'oublier que ce n'est pas réel. Il serait facile de se laisser troubler, de commencer à croire à notre propre performance. » Son cœur eut un battement étrange. « Je ne suis pas troublé. Bien, moi non plus. Juste pour clarifier les choses. » Mais son ton suggérait qu'il essayait de se convaincre autant qu'elle. Quand ils arrivèrent à la maison, Callum l'escorta jusqu'à sa suite avec une courtoisie formelle. « Bonne nuit, Eugénie. »« Bonne nuit, Callum. » Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, l'esprit en ébullition. Il avait raison de s'inquiéter. Ce soir avait semblé troublant de naturel. Les conversations, l'humour partagé, la façon dont ils avaient évolué ensemble à travers le champ de mine sociale. Il serait très facile, en effet, d'oublier que c'était temporaire, de commencer à imaginer que la chaleur dans ses yeux était réelle plutôt que jouée. Elle ne pouvait pas se permettre ce genre de folie. Dans 3 mois, ses fiançailles prendraient fin. Callum retournerait à sa vie ducale et elle retournerait à la sienne, avec, espérons-le, assez d'argent pour assurer l'avenir de sa famille. C'était l'accord, c'était la réalité. Tout le reste n'était que comédie, même si cela commençait à ressembler à quelque chose de plus. Les 6 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'engagements sociaux, de thé d'après-midi et d'une domesticité de plus en plus confortable qu'Eugénie trouvait à la fois agréable et profondément troublante. Elle et Callum avaient pris une routine. Les petits déjeuners étaient des moments conviviaux où ils discutaient des journaux du jour et planifiaient leur calendrier social. Les après-midi les trouvaient souvent dans des activités séparées. Callum gérait les affaires du domaine ou assistait au Parlement. Eugénie lisait à la bibliothèque ou accompagnait Winifred lors de visites de charité. Les soirées variaient entre obligations sociales et heures tranquilles à la bibliothèque. Ils s'asseyaient dans des fauteuils séparés pour lire, mais étaient en quelque sorte toujours ensemble. Tout cela était terriblement domestique. « Vous réalisez que les gens commencent à y croire ?» observa Winifred un après-midi, alors qu'elle et Eugénie prenaient le thé dans le salon. « Aux fiançailles, je veux dire. Même les sceptiques sont convaincus. N'est-ce pas le but ?» Eugénie versa le thé avec une grâce pratiquée, s'émerveillant encore de la qualité de la porcelaine. Une porcelaine de Sèvres, qui coûtait probablement plus que le revenu annuel de sa famille. Oui, mais Winifred l'étudia avec ses yeux perçants. « Comment trouvez-vous l'arrangement ?»« Honnêtement, ça va, ça va. Quelle approbation passionnée. » Eugénie posa la théière avec plus de force que nécessaire. « Que voulez-vous que je dise, votre grâce? Que j'aime jouer à la maison avec votre fils? Que j'ai oublié que c'est temporaire? Avez-vous oublié? Non. Mais même en le disant, Eugénie sentit que c'était un mensonge, parce que quelque part au cours des 6 dernières semaines, quelque chose avait changé. Cela avait commencé modestement, Callum se souvenant qu'elle préférait son thé avec du citron plutôt que du lait, lui sortant des livres qu'il pensait qu'elle apprécierait sans qu'on le lui demande.
la façon dont il s'était positionné entre elle et un Lord Ashford, odieusement persistant, au bal de Lady Morrison. Sa main sur sa taille, possessive et protectrice. Puis il y avait les conversations, de longues discussions sinueuses sur tout, de la philosophie à la politique, ou sur le fait que le nouvel éclairage au gaz installé dans tout Londres était un progrès ou une folie. Il écoutait ses opinions comme si elles comptaient, remettait en question sa pensée sans la rejeter. Et il semblait sincèrement intéressé par sa perspective. Elle s'était surprise à le regarder quand il ne regardait pas. La façon dont il passait sa main dans ses cheveux quand il était frustré par un passage particulier d'un livre. Le rare sourire qui transformait ses traits sévères, la grâce compétente avec laquelle il se déplaçait aussi bien dans les salles de bal que dans son propre bureau. Et puis il y avait la semaine dernière, quand il l'avait trouvé en train de pleurer dans la bibliothèque. Elle avait reçu une lettre de son père, enthousiaste et plein d'espoir pour la première fois depuis des années. Il parlait des réparations du domaine et des excellents progrès de son frère à l'école. Le soulagement de tout cela, combiné à la connaissance coupable que tout était construit sur la tromperie, l'avait submergé. Callum était entré, avait jeté un coup d'œil à son visage taché de larmes, et sans un mot, l'avait prise dans ses bras. Elle avait pleuré contre son épaule pendant qu'il la tenait, une main caressant ses cheveux, murmurant des mots de réconfort absurdes. Quand elle s'était finalement calmée assez pour expliquer, il avait simplement dit « Vous sauvez votre famille. Il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Je mens à tout le monde. Nous mentons à tout le monde, avait-il corrigé. C'était mon choix aussi. Ne portez pas ce fardeau seul. » Le souvenir de ses bras autour d'elle, sa chaleur solide, sa douceur inattendue, cela la hantait. Eugénie. La voix de Winifred la ramena au présent. « Où étiez-vous parti à l'instant ?»« Nulle part d'important. » Winifred parut sceptique. « Vous savez, je vous ai observé, vous et Callum. La façon dont il vous regarde quand vous ne faites pas attention. La façon dont vous vous illuminez quand il entre dans une pièce. Nous jouons nos rôles, dit fermement Eugénie, comme convenu. Si vous le dites, ma chère. Mais je connais mon fils depuis sa naissance, et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Pas une seule fois en 32 ans. Avant qu'Eugénie ne puisse formuler une réponse, Callum lui-même apparut à la porte, l'air inhabituellement débraillé. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Et son expression était entre la frustration et l'épuisement. « Des problèmes, mon chéri ?» demanda Winifred. « Le projet de loi de réforme est bloqué par des idiots qui se soucient plus de maintenir leur profit d'usine que de la décence humaine de base, dit Callum sèchement. J'ai passé 4 heures à débattre avec des hommes qui pensent que des enfants de 10 ans, travaillant 14 heures par jour, c'est parfaitement acceptable. Comme c'est terrible, dit Eugénie. Le projet de loi peut-il être sauvé? Possiblement, si nous pouvons convaincre assez de votes. Mais c'est épuisant de discuter avec des gens qui refusent de voir la raison. Il remarqua leur service à thé et se dirigea vers elle. Puis-je me joindre à vous, ou est-ce un moment entre dames? Joignez-vous à nous, dit Eugénie en lui versant une tasse. Citron, pas de sucre. Il la prit avec un petit sourire. Vous vous en êtes souvenu. Difficile d'oublier après 6 semaines. Il s'installa dans le fauteuil à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Dites-moi quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la réforme des usines et l'obstination parlementaire. S'il vous plaît, j'ai besoin de penser à autre chose. J'ai fini le Descartes, offrit Eugénie. Et j'ai commencé Spinoza. Ah, oui. Rien de tel qu'une lecture légère comme le rationalisme du XVIIe siècle. Mais son ton était taquin plutôt que dédaigneux. Qu'en pensez-vous? Dense, parfois brillant. Parfois, je soupçonne qu'il complique les choses juste pour paraître intellectuel. Callum rit. Le son authentique qu'elle en était venue à chérir. Évaluation juste. Cependant, ne laissez pas les professeurs de philosophie vous entendre dire ça. Avec quel professeur de philosophie parlerai-je? C'est vrai. Il étendit ses jambes, se relaxant visiblement. Bien que vous tiendriez votre place si vous le faisiez. Vous avez un esprit plus vif que la moitié des hommes avec qui j'ai étudié à Cambridge. Le compliment désinvolte lui envoya une vague de chaleur. C'est toute une déclaration de la part de quelqu'un qui a obtenu son diplôme premier de sa classe. C'est aussi vrai. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous le savez, n'est-ce pas, que vous êtes vraiment intelligente. Pas seulement intelligente pour une femme.
Elle hésita, ne sachant comment répondre à un éloge aussi direct. « Parce que vous l'êtes, » continua-t-il. « Et quiconque vous a rejeté comme étant simplement décorative est un idiot qui ne mérite pas votre attention. » Winifred se racla la gorge de manière significative. « Eh bien, c'est instructif. » Ils semblèrent tous les deux réaliser simultanément qu'ils s'étaient regardés fixement, que l'atmosphère s'était transformée en quelque chose de chargé et de compliqué. Callum se leva brusquement. « Je devrais retourner au travail. J'ai de la correspondance à examiner avant la session de demain. »« Bien sûr, » réussit à dire Eugénie. Il s'arrêta à la porte, regardant en arrière. « Nous allons à l'opéra demain soir. Winifred, vous vous joignez à nous. »« Oui, naturellement, » confirma sa mère. « On ne peut pas laisser le couple fiancé y assister seul. La bienséance doit être observée. » Après son départ, Winifred se tourna vers Eugénie avec un sourire entendu. « Toujours en train de jouer des rôles? Ne faites pas ça, » dit doucement Eugénie. « Ne faites pas quoi? N'encouragez pas ce que vous pensez voir. Cela se termine dans 6 semaines. Nous le savons toutes les deux. Le savons-nous? » L'expression de Winifred devint sérieuse. « Eugénie, ma chère, je sais que j'ai orchestré cet arrangement au départ. Et oui, j'espérais que cela pourrait devenir quelque chose de plus. Je ne le nierai pas. Mais je vous ai observés tous les deux, et ce que je vois n'est pas de la comédie. Plus maintenant. » « Ça doit l'être, » insista Eugénie. Parce que si ce n'est pas le cas, elle s'interrompit, incapable de terminer sa pensée. « Si ce n'est pas le cas, alors quoi? Vous pourriez être heureuse. Dieu nous en préserve. Je ne suis pas son égal, » dit Eugénie sans détour. « Je suis une dame appauvrie d'une famille au bord de la ruine. C'est un duc. Dans le monde réel, en dehors de cette fiction temporaire, nous n'avons rien à faire ensemble. Le monde réel, » répéta Winifred pensivement. Quelle phrase intéressante. Comme si les 6 dernières semaines n'avaient pas été réelles. Comme si les conversations, les rires, la connexion sincère que vous avez établie, rien de tout cela ne compte parce que ça a commencé par un mensonge. Peu importe ce que l'on ressent. L'arrangement expire dans 6 semaines. Nous étions d'accord. Les arrangements peuvent être renégociés. Winifred se leva, se préparant à partir. Tout ce que je dis, c'est de ne pas écarter la possibilité de quelque chose de sincère, simplement parce que ça a commencé de manière non conventionnelle. Certaines des meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Après son départ, Eugénie resta seule, avec son thé refroidi et ses pensées de plus en plus confuses. Le problème, c'est que Winifred avait raison sur un point. Cela ne ressemblait plus à de la comédie. Quand Callum lui souriait, son cœur faisait des choses folles. Quand il lui touchait la main, ou se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, son pouls s'accélérait. Quand il parlait tard dans la soirée de philosophie, ou de politique, ou de rien en particulier, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais cela ne changeait pas la réalité. Callum Mayo était un duc avec des responsabilités et un statut social. Elle était Lady Eugénie Weatherstone, d'une famille dont la stabilité financière dépendait actuellement du maintien de cette fiction. Même si quelque chose de réel s'était développé entre eux, et elle n'admettait pas que c'était le cas, le poursuivre serait compliqué au-delà de toute mesure. Mieux valait maintenir les limites, terminer les 3 mois convenus, prendre l'argent qui assurait l'avenir de sa famille, et s'en aller. Même si la pensée de s'éloigner de Callum lui serrait la poitrine d'une intensité surprenante. L'opéra le soir suivant fut un grand événement. Eugénie portait la nouvelle robe que Winifred avait insisté pour acheter. Une soie saphir profond qui faisait briller sa peau et rendait ses yeux presque lumineux. Elle avait surpris Callum en train de la regarder fixement quand elle était descendue des escaliers. Il avait une expression sur son visage qu'elle ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Vous êtes » il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Magnifique. Merci. » Elle aurait voulu dire quelque chose d'aussi élogieux sur sa beauté dévastatrice dans ses vêtements de soirée, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La loge de la famille Mayo à l'opéra était parfaitement positionnée. Visible de tout le théâtre, mais assez élevée pour offrir une certaine intimité. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, Eugénie était parfaitement consciente des yeux posés sur eux. « Ignorez-les », murmura Callum, se penchant assez près pour que son souffle effleure ses cheveux. « Ils sont juste curieux. » Laissez les regarder. L'opéra était Don Giovanni de Mozart. Dramatique et passionné, et d'une manière ou d'une autre,
tout à fait approprié à l'état d'esprit actuel d'Eugénie. Elle essaya de se concentrer sur la musique, la mise en scène spectaculaire, n'importe quoi d'autre que la présence de Callum à côté d'elle. Mais elle pouvait le sentir. La chaleur de son bras touchant presque le sien sur l'accoudoir partagé. La façon dont il se rapprochait légèrement pendant les passages plus dramatiques, comme s'il cherchait inconsciemment la proximité. Le regard occasionnel dans sa direction qui faisait battre son pouls. Pendant l'entracte, ils restèrent dans la loge tandis que Winifred allait saluer des connaissances. Seul pour la première fois de la soirée, le silence entre eux semblait lourd de choses non dites. « Appréciez-vous la représentation » demanda finalement Callum. « Beaucoup. Mozart était un génie. D'accord. Bien que Don Giovanni lui-même soit plutôt insupportable. Complètement. Un débauché et un scélérat, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, fascinant, observa Callum. C'est là tout le génie. Nous faire fasciner par quelqu'un qui devrait être purement méprisable. Je préfère trouver des gens fascinants qui valent réellement mon attention. » Il se tourna pour la regarder pleinement, quelque chose d'intense dans ses yeux. « Et avez-vous trouvé quelqu'un de fascinant ?» La question resta en suspens entre eux, chargée de sens. Eugénie sentit son cœur battre la chamade. « Peut-être, répéta-t-il doucement. Pas une réponse définitive. Je ne suis pas certaine que les réponses définitives soient sages dans ma situation actuelle. Non, je suppose qu'elles ne le sont pas. Il semblait vouloir en dire plus. Mais Winifred revint avec plusieurs connaissances à sa suite. Et le moment se dissipa. La deuxième moitié de l'opéra passa dans un flou. Eugénie ne pouvait pas se concentrer sur la scène. Elle était trop consciente de Callum à côté d'elle, de la tension qui vibrait entre eux, de la situation impossible qu'ils avaient créée. Dans la voiture qui les ramenait, Winifred maintint un flot constant de bavardage sur qui était à l'opéra et ce qu'il portait, mais Eugénie l'entendit à peine. Elle regardait par la fenêtre les rues de Londres qui défilaient, essayant de démêler ses émotions enchevêtrées. Quand ils arrivèrent à la maison, Callum la raccompagna jusqu'à sa suite, comme c'était devenu leur coutume. Mais ce soir, il ne lui souhaita pas simplement bonne nuit avant de partir. Au lieu de cela, il se tint à sa porte, l'air conflictuel. « Eugénie, je dois. » Il laissa sa phrase en suspens, passant une main dans ses cheveux, dans ce geste familier de frustration. « Devoir quoi? Je dois être honnête avec vous sur quelque chose. Cette situation, cet arrangement, c'est devenu compliqué, termina-t-elle pour lui. Oui, il parut soulagé qu'elle comprenne. Significativement compliqué. Parce que quelque part au cours des 6 dernières semaines, j'ai arrêté de faire semblant. Son souffle se coupa. Callum. Non, laissez-moi finir. Il s'approcha, sa voix basse et urgente. Je sais que cela a commencé comme une farce, un arrangement commercial pour résoudre nos problèmes respectifs. Mais ce n'est plus ça. Pas pour moi. Et je ne pense pas que ce le soit pour vous non plus. Peu importe ce que c'est, dit Eugénie, même si son cœur s'emballait. Nous avons conclu un accord. 3 mois, puis nous nous séparons. Les accords peuvent être changés. Pourquoi faire? Vous êtes un duc. Je suis une dame appauvrie, dont la survie de la famille dépend de la générosité de votre mère. Il n'y a aucune version de cela qui ne se termine pas par des complications et un chagrin d'amour. Sauf si nous le rendons réel, dit-il doucement. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, incroyablement tentants. Vous ne le pensez pas, réussit à dire Eugénie. Vous êtes pris dans la fiction que nous avons créée. Je suis pris par vous, corrigea Callum. Votre intelligence, votre humour, votre résilience. La façon dont vous me défiez et me faites réfléchir. La façon dont vous voyez au-delà des sottises sociales pour ce qui compte vraiment. La façon dont vous... Il s'interrompit, semblant lutter pour trouver les mots. La façon dont je veux. Il s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à une 30aine de centimètres l'un de l'autre. La façon dont vous me faites vouloir des choses que je n'ai jamais voulues auparavant. Un partenariat, une compagnie, quelqu'un qui me comprend vraiment plutôt que de simplement me tolérer pour mon titre. Eugénie sentit des larmes piquer derrière ses yeux. Vous ne pouvez pas dire ces choses. Pourquoi pas? Elles sont vraies, parce qu'elles rendent tout plus difficile, parce que dans 6 semaines, cela se termine. Nous étions d'accord, Callum. Nous avions un plan. Alors changeons le plan. Sa main se leva pour lui caresser la joue. Son pouce essuya une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. Rendons cela réel. Épousez-moi. Pas dans le cadre d'un arrangement, mais parce que nous le choisissons.
parce que ce que nous avons trouvé ensemble vaut la peine d'être gardé. C'était tout ce qu'elle voulait, et ne pouvait pas s'autoriser à avoir. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Ne voyez-vous pas? Je suis entré dans cette histoire pour de l'argent, pour sauver ma famille. Si je dis oui maintenant, je ne saurai jamais. Et vous non plus, si c'est réel ou juste du désespoir et de la proximité. Et d'avoir fait semblant si longtemps que nous nous sommes embrouillés. Je ne suis pas embrouillé. Mais moi si. Elle se dégagea de son contact, enroulant ses bras autour d'elle. Je ne sais plus ce qui est réel, Callum. Je ne sais pas si je suis vraiment tombée amoureuse de vous, ou si je me suis juste convaincue que c'était le cas, parce que cela rend la mascarade plus facile à maintenir. Et vous ne le savez pas non plus. Pas vraiment. Il parut accablé. Eugénie, nous devons nous en tenir au plan, dit-elle fermement, même si son cœur se brisait. Encore 6 semaines, puis nous mettons fin aux fiançailles comme convenu. Si ce que vous ressentez est réel, ce sera toujours réel après 3 mois de séparation. Et si ce n'est pas le cas, si nous nous sommes juste laissés emporter par le jeu, alors nous nous serons épargnés une terrible erreur. Et si vous avez tort, si je sais en ce moment avec une certitude absolue que je vous veux dans ma vie de façon permanente, alors vous me voudrez toujours dans 6 semaines, dit-elle doucement. Mais nous avons besoin de ce temps, Callum. Nous avons besoin d'espace loin de cette intensité. Pour être certain, il la regarda un long moment, une douzaine d'émotions vacillant sur son visage. Finalement, il hocha la tête. 6 semaines. Ensuite, nous reviendrons sur cette conversation. Merci. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Eugénie, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit, mais je vous donnerai le temps dont vous avez besoin. Après son départ, Eugénie ferma la porte et se laissa glisser pour s'asseoir par terre. Sa robe élaborée s'étalait autour d'elle. Elle enfouit son visage dans ses mains et se laissa pleurer. Pour ce qu'elle voulait, pour ce qu'elle avait peur de prendre, pour la situation impossible qu'ils avaient créée. Parce que Callum avait raison. Quelque part au cours des 6 dernières semaines, elle avait aussi arrêté de faire semblant. Elle était tombée amoureuse de lui, de son intelligence et de sa gentillesse inattendue, de sa passion pour rendre le monde meilleur et de son humour sec, de la façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Mais l'aimer ne faisait pas disparaître les complications. Cela ne changeait pas le fait que leur relation était construite sur la tromperie, que la sécurité financière de sa famille dépendait toujours du maintien de cette fiction. Encore 6 semaines. Ensuite, ils verraient si ce qu'ils avaient construit pouvait survivre dans le monde réel, en dehors de la bulle protectrice de leur arrangement. Ce seraient les 6 semaines les plus longues de sa vie. Les semaines restantes des fiançailles s'écoulèrent avec une lenteur angoissante. Eugénie et Callum maintinrent leur façade publique, assistant à des bals, des dîners et des événements sociaux avec une courtoisie parfaite. Pour le monde extérieur, ils semblaient être le couple fiancé idéal. En privé, les choses étaient infiniment plus compliquées. Ils partageaient toujours les petits déjeuners et des soirées occasionnelles à la bibliothèque. Mais maintenant, chaque interaction était chargée d'une tension non dite. Callum ne mentionna plus jamais de rendre les fiançailles réelles, mais ses yeux disaient tout ce que ses mots ne disaient pas, et Eugénie se sentait désireuse de combler la distance entre eux, de céder à ce qu'elle voulait. Mais elle resta ferme sur sa décision. Ils avaient besoin de temps séparés pour être certains. Alors qu'il ne restait que 3 jours avant leur séparation convenue, Winifred convoqua Eugénie au salon avec une urgence inhabituelle. « Nous avons un problème », annonça la duchesse douairière sans préambule. L'estomac d'Eugénie se serra. Quel genre de problème? Lady Cromwell a mené son enquête. Elle s'est mise en tête que ses fiançailles sont frauduleuses. Quoi? Comment? Elle a interrogé les domestiques, vérifié les registres. Bref, elle a été une fouineuse nuisible. Et elle a découvert quelque chose d'assez accablant. Winifred marqua une pause significative. Il n'y a aucune trace de la visite de Callum au British Museum, pendant la période où nous avons prétendu que vous vous étiez rencontrés. Eugénie sentit le sang quitter son visage. Peut-elle prouver quelque chose? Pas de manière définitive, mais elle répand des rumeurs. Elle suggère que les fiançailles ont été arrangées pour des raisons financières. Que vous êtes une chasseuse de fortune qui a piégé Callum dans cette imposture. Ce n'est pas... Eugénie s'interrompit, réalisant que c'était partiellement vrai. Elle était entrée dans cet arrangement pour de l'argent, même si ses motivations étaient plus complexes que Lady Cromwell ne pouvait l'imaginer.
Je sais que ce n'est pas toute la vérité, dit doucement Winifred. Mais la perception compte dans notre monde. Si ces rumeurs prennent de l'ampleur, cela pourrait nuire considérablement à vos deux réputations. Alors, nous mettrons fin aux fiançailles plus tôt que prévu. Nous publierons une déclaration disant que nous avons découvert que nous ne nous convenions pas. Cela ne fera que confirmer les soupçons que quelque chose n'allait pas depuis le début. Winifred l'étudia attentivement. Il y a une autre option. Laquelle? Rendez-le réel. Épousez Callum. Pas dans 3 mois, mais maintenant. Cette semaine, avant que les rumeurs empoisonnées de Lady Cromwell ne puissent se propager davantage. Le cœur d'Eugénie battait la chamade. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je suis entièrement sérieuse. Pensez-y, ma chère. La meilleure façon de faire taire les commérages sur des fiançailles frauduleuses est de se marier réellement. Il devient impossible de prétendre à la tromperie lorsque vous êtes légalement liés. Mace Callum est au courant de l'enquête de Lady Cromwell. Je le lui ai dit ce matin, et il est d'accord qu'un mariage immédiat est la solution la plus pratique. Pratique, répéta Eugénie d'une voix creuse. Comme c'est romantique. La romance est charmante, mais la survie est plus importante. Le ton de Winifred devint sec. Vous avez passé 6 semaines à construire quelque chose de sincère avec mon fils, que vous vouliez l'admettre ou non. Ne laissez pas la fierté et la peur détruire cela, parce que le moment n'est pas parfait. Avant qu'Eugénie ne puisse répondre, Callum lui-même entra dans le salon. Il avait l'air fatigué. Elle remarqua des ombres sous ses yeux, suggérant qu'il avait mal dormi. « Je suppose que mère vous a expliqué la situation », dit-il sans préambule. Elle l'a fait. « Et qu'en pensez-vous » Sa voix était soigneusement neutre, ne laissant rien paraître. Eugénie regarda entre eux. Winifred avec sa détermination calculatrice. Callum avec son expression gardée. C'était de la folie. Une folie complète et totale. « Je pense, dit-elle lentement, que je dois parler à Callum seul. » Winifred comprit l'allusion, sortant avec un sourire entendu. Une fois seul, Callum se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » « De faire quoi? De m'épouser pour sauver la situation. Je ne vous forcerai à rien, Eugénie. Si vous voulez mettre fin à tout ça maintenant, affronter le scandale, je soutiendrai votre décision. Et votre réputation survivra. Je suis un duc. J'ai certains privilèges quand il s'agit de surmonter les commérages. » Il se tourna pour lui faire face. Mais la vôtre pourrait ne pas s'en remettre. Une dame appauvrie, accusée d'avoir piégé un duc dans de fausses fiançailles. La société ne sera pas tendre. J'en suis consciente. Alors, la question est... Il s'approcha, son expression intense. « Que voulez-vous? Pas ce qui est pratique ou sensé. Que voulez-vous réellement ?» C'était la question la plus directe que quelqu'un lui ait jamais posée. Et là, en regardant Callum Mayo, cet homme compliqué, brillant et étonnamment tendre qui était devenu le centre de son monde, Eugénie réalisa qu'elle était fatiguée de mentir. À la société, à Winifred, à elle-même. « Je vous veux, dit-elle simplement. Je vous veux depuis des semaines, mais j'avais trop peur de l'admettre. Peur que ce ne soit pas réel, que je me trompe moi-même. Que vous ne vous sentiez obligé qu'à cause de l'arrangement. » Son expression s'adoucit. « Vous n'allez jamais vous débarrasser de moi maintenant. Vous réalisez? Pas après avoir admis ça. Est-ce une menace, votre grâce? Une promesse, Lady Eugénie. » Il combla la distance restante entre eux. « Alors, laissez-moi être tout aussi direct. Je vous aime. Pas à cause d'un arrangement ou d'une convenance. Pas parce que nous avons joué à la maison et que c'est confortable. Mais parce que vous me défiez et me fascinez et me faites rire quand je m'y attends le moins. Parce que vous êtes brillante et gentille et plus forte que vous ne le pensez. Parce que quand j'imagine mon avenir, vous êtes dans chaque partie de celui-ci. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Eugénie. « Vous ne pouvez pas. Je peux et je le fais. » Il lui prit le visage entre ses mains, ses pouces essuyant les larmes. « Je sais que cela a commencé comme une farce. Je sais que c'est compliqué, et non conventionnel, et probablement la base la plus impraticable pour un mariage dans l'histoire de l'aristocratie. Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Nous nous connaissons à peine. Nous avons passé 6 semaines à avoir des conversations plus profondes que la plupart des couples mariés en une vie. Je sais comment vous prenez votre thé, et ce qui vous fait rire. Et que vous vous mordiez la lèvre quand vous réfléchissez intensément à quelque chose. Je sais que vous êtes terrible en broderie, mais excellente en mathématiques,
Je sais que vous pleurez en lisant de la poésie, mais que vous restez stoïque face à la tragédie. Je sais. Il s'interrompit, cherchant son visage. Je sais que vous avez peur et je le comprends. Mais ne laissez pas la peur vous empêcher de prendre quelque chose qui pourrait nous rendre tous les deux heureux. Eugénie leva la main pour couvrir les siennes. Si nous faisons ça, si nous nous marions vraiment, ça doit être réel. Plus de comédie, plus d'arrangement. Juste nous, construisons quelque chose de sincère. C'est tout ce que j'ai voulu depuis cette nuit à l'opéra, admit Callum. Peut-être même avant, bien que j'étais trop têtu pour le reconnaître. Et votre mère? Ces manipulations seront poliment, mais fermement découragées d'interférer dans notre mariage, dit-il. Je l'aime tendrement, mais elle s'est bien assez mêlée de nos affaires pour une vie. Eugénie rit à travers ses larmes. Elle part d'une bonne intention. C'est une menace bien intentionnée, mais quand même. Son expression redevint sérieuse. Alors, est-ce un oui? M'épouserez-vous pour de vrai cette fois? J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord. Eugénie prit une profonde inspiration. La situation financière de ma famille est toujours précaire. Même avec l'aide de votre mère, nous ne sommes pas en sécurité à long terme. Si je vous épouse, il y aura toujours des gens pour dire que je l'ai fait pour l'argent et la position, que je vous ai piégé avec l'aide de votre mère. Laissez-les dire. Je m'en fiche. Vous pourriez finir par vous en soucier quand il deviendra lassant de défendre votre choix d'épouse. Eugénie dit-il son nom avec un mélange d'exaspération et d'affection. Je suis un duc qui se soucie de la réforme des usines et des droits des travailleurs. On m'a traité de sympathisant radical, de traître à ma classe, et bien pire encore. Une controverse de plus ne va pas me dévaster. Surtout quand cette controverse s'accompagne de l'avantage d'être marié à la femme la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes sûr? Absolument certain. Il la rapprocha jusqu'à ce qu'ils ne soient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Alors, arrêtez d'essayer de m'en dissuader, et donnez-moi une réponse. Le regardant, cet homme qui avait été son faux fiancé, et qui était devenu quelque chose d'infiniment plus important, Eugénie sentit sa dernière résistance s'effondrer. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je vous épouserai. » Pour de vrai cette fois. Le baiser était inévitable. Les lèvres de Callum rencontrèrent les siennes, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Et Eugénie se sentit fondre en lui. Ce n'était pas le baiser chaste qu'ils avaient joué pour la société lors de divers événements. C'était réel et brut et désespérément honnête. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Callum posa son front contre le sien. « On le fait, on est complètement fou. » Sans aucun doute, il sourit, ce sourire rare et transformateur qui faisait battre son cœur. « Mais au moins, nous sommes fous ensemble. » Une toux discrète depuis la porte les fit sursauter. Winifred se tenait là, l'air insupportablement satisfaite d'elle-même. « Je suppose que vous avez pris une décision. Nous nous marions, » dit Callum, son bras glissant autour de la taille d'Eugénie. « Cette semaine, comme vous l'avez suggéré. » Mais mère, son ton devint sérieux. « C'est ici que votre implication dans notre relation se termine. Vous vous êtes bien amusée à jouer les entremetteuses. Maintenant, laissez-nous vivre nos vies sans interférence. » « Bien sûr, mon chéri, » dit Winifred avec une douceur suspecte. « Bien que j'espère être toujours invité au mariage. »« Vous êtes invité, » l'assura Eugénie. « Mais Callum a raison. C'est notre mariage, notre choix. Nous sommes reconnaissants de votre intervention créative. Mais n'en dites pas plus. » Winifred fit un geste de la main. « Je comprends parfaitement. Je profiterai simplement de mes petits-enfants quand ils arriveront et résisterai à toute envie de me mêler davantage. » « Des petits-enfants » murmura Callum. « Nous ne sommes même pas encore mariés. »« Des détails, mon chéri. Maintenant, devrions-nous discuter des arrangements du mariage? 3 jours, ce n'est pas beaucoup de temps. » Le mariage eut lieu un matin d'automne frais à l'église Saint-Georges. Il y avait considérablement moins de 500 invités. Ils avaient gardé l'événement intime, la famille immédiate, une poignée d'amis proches. Et, chose notable, Lady Cromwell et ses commérages empoisonnés étaient absents. Eugénie portait une robe de soie crème que Winifred avait commandée, simple mais élégante. Alors qu'elle remontait l'allée au bras de son père, elle aperçut Callum qui attendait à l'hôtel. Il avait l'air nerveux, réalisa-t-elle avec amusement. Le confiant duc de Silverley était en train de tripoter sa cravate. Quand elle l'atteignit,
Il se pencha assez près pour murmurer. « Vous êtes magnifique, et je suis terrifié. »« Moi aussi, » murmura-t-elle en retour. « Bien. Au moins, nous sommes également terrifiés. » La cérémonie passa dans un flou. Eugénie s'entendit prononcer des vœux qui ne semblaient plus être une performance. Quand Callum lui glissa la bague au doigt, un magnifique saphir assorti à la robe qu'elle avait portée à l'opéra, sa main trembla légèrement. « Moi, Callum Edmund Mayo, je te prends, Eugénie Charlotte Weatherstone. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés de sens. C'était réel. C'était en train d'arriver. Quand le vicaire les déclara mariés, et que Callum l'embrassa, Eugénie sentit quelque chose en elle s'apaiser enfin. Toute la peur, le doute et l'inquiétude de savoir si c'était juste, tout se dissipa dans la certitude que oui, c'était exactement là où elle devait être. Le déjeuner de noces qui suivit fut une affaire joyeuse. Les parents d'Eugénie semblaient plus jeunes qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Son père riait même à quelque chose que Winifred disait. Son frère Edward, rentré de l'école pour l'occasion, déclara que Callum était plutôt convenable pour un duc. Ce que tout le monde s'accorda à dire était un grand éloge de la part d'un jeune de 16 ans. Alors que l'après-midi avançait, Callum prit Eugénie à part dans un couloir tranquille. « Comment vous sentez-vous, votre grâce ?» Il lui fallut un moment pour réaliser qu'il parlait du titre. Elle était maintenant la duchesse de Silverley. Étrange, dépassée, heureuse. Bien, ce sont toutes des réactions appropriées. Il la rapprocha, ses bras encerclant sa taille. « J'ai quelque chose pour vous. Un autre cadeau. Vous avez déjà été trop généreux. Celui-ci est différent. » Il sortit un papier plié de sa veste. « Ouvrez-le. » Eugénie déplia le document, parcourant le contenu. Son souffle se coupa. C'était un acte de fiducie établissant un revenu permanent pour sa famille, géré indépendamment de leur mariage. Plus que suffisant pour entretenir confortablement leur domaine et pourvoir à l'éducation et à l'avenir de son frère. « Callum, c'est une assurance, » dit-il doucement, « pour que vous n'ayez jamais à vous demander si vous m'avez épousé pour l'argent. C'est à vous, quoi qu'il arrive entre nous. Si notre mariage réussit, et j'ai bien l'intention qu'il le fasse, cela donne à votre famille la sécurité sans être lié à ma bonne volonté. Si d'une manière ou d'une autre nous nous trompons complètement l'un sur l'autre et que tout s'effondre, vous aurez quand même pourvu à leurs besoins. Dans tous les cas, ce fardeau est levé. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Vous n'aviez pas à faire ça. Si, je le devais. Parce que j'ai besoin que vous sachiez que je vous veux ici comme ma femme, comme ma partenaire, parce que je vous aime, pas parce que vous avez besoin de mon argent ou de ma protection. Ceux-ci viennent gratuitement. Mais votre choix de rester doit être juste ça, un choix. » Eugénie lui jeta les bras autour du cou, le document se froissant entre eux. « Vous, homme impossible et merveilleux. Comment ai-je eu autant de chance? Je crois que ma mère vous a pris en embuscade à un thé de charité, » dit-il sèchement. « Mais j'aime à penser que le destin a aussi joué un rôle. » Ils restèrent là, dans le couloir, se tenant l'un l'autre, jusqu'à ce que quelqu'un annonce que les voitures étaient prêtes à les ramener à la maison. À leur maison, réalisa Eugénie. Pas sa maison où elle était une invitée temporaire, mais leur résidence partagée. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Cette nuit-là, après le départ des invités et le retour au calme de la maison, Eugénie se tenait dans sa nouvelle chambre. C'était la suite de la duchesse, attenante aux appartements de Callum. Elle essayait de digérer tout ce qui s'était passé. Un léger coup à la porte communicante la fit se retourner. Entrez, Callum entra, ayant troqué ses vêtements de mariage formels pour une robe de chambre. Il semblait plus jeune, moins duc et plus juste, Callum. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien, » dit-il. « Cette journée a été assez accablante. Je vais bien, mieux que bien. » Elle se dirigea vers lui. « Bien que je m'attende à chaque instant à me réveiller et à découvrir que tout cela n'est qu'un rêve élaboré. Si c'est le cas, nous le partageons, ce qui semble improbable. » Il tendit la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille, son contact doux. « Nous n'avons pas à. C'est-à-dire, je ne m'attends pas à. » Il s'interrompit, luttant clairement. « Essayez-vous de me dire que nous n'avons pas à consommer le mariage ce soir ?» demanda Eugénie avec amusement. « Oui, exactement ça. Nous pouvons prendre notre temps, nous sentir plus à l'aise l'un avec l'autre. Rien ne presse. » Elle le considéra un moment. Cet homme qui lui avait montré de la gentillesse quand il aurait pu être cruel.
qui avait respecté son intelligence et apprécié ses opinions, qui venait de donner à sa famille la sécurité financière pour prouver que son amour était sincère. « Et si je ne voulais pas attendre ?» demanda-t-elle doucement. Ses yeux s'assombrirent. « Eugénie, nous avons fait semblant pendant des mois, Callum. Maintenir une distance prudente, même quand nous voulions plus. Je suis fatigué de faire semblant, fatigué d'être prudente. » Elle se rapprocha jusqu'à ce qu'ils se touchent presque. « Nous sommes mariés maintenant. Vraiment mariés. Je ne veux pas que notre nuit de noces soit un autre exercice de retenue. Êtes-vous certaine ?» Sa voix était devenue rauque. « Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, je suis certaine. » Elle leva la main pour lui prendre le visage, l'attirant vers elle. « Je vous aime. Je choisis ceci. Je vous choisis. » Plus de doute. Le baiser qui suivit ne ressemblait en rien à leur précédent baiser prudent pour la société. Celui-ci était affamé et désespéré, et absolument honnête. Les bras de Callum l'entourèrent, la serrant contre lui comme s'il n'allait jamais la laisser partir. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Mon Dieu, Eugénie, je vous aime tellement. » Elle se recula juste assez pour lui sourire. « Alors peut-être devriez-vous me le montrer. » Ce qui suivit fut tendre, et parfois maladroit. Ils étaient tous les deux nerveux malgré tout, mais c'était aussi profondément juste. Chaque contact semblait être une découverte, chaque baiser une promesse. Quand Callum fit enfin d'elle sa femme en vérité comme en droit, Eugénie sentit comme si quelque chose de fondamental avait changé dans l'univers. Après, allongé, enlacé dans le lit immense, Callum traçait des motifs sur son épaule nue. « Alors, dit-il finalement, devrions-nous discuter de la manière dont nous allons naviguer dans la vie conjugale, établir quelques règles de base, des règles de base pour le mariage, comme c'est romantique. Je préfère pratique. » Mais il souriait, bien que je suppose que la règle numéro 1 devrait être l'honnêteté. Nous avons commencé avec des mensonges. Assurons-nous de continuer avec la vérité. D'accord. Quoi d'autre? Nous affrontons la société ensemble. Quels que soient les commérages que Lady Cromwell propage, quelles que soient les complications qui découlent de notre début non conventionnel, nous présentons un front uni. Bien sûr. Et il hésita. Nous essayons. Sincèrement, nous essayons de faire en sorte que ça marche. Pas à cause d'arrangements ou d'obligations, mais parce que nous nous sommes choisis. Callum. Elle se tourna pour lui faire face complètement. J'ai pensé ce que je disais dans mes vœux aujourd'hui. Je ne vais nulle part. Vous êtes coincé avec moi pour le reste de votre vie. Coincé avec vous? Répéta-t-il avec satisfaction. Je peux vivre avec ça. Ils s'endormirent enlacés, et pour la première fois depuis des mois, Eugénie se sentit complètement en paix. 5 ans plus tard, la nurserie du manoir de Silverley était en plein chaos. Eugénie se tenait à la porte, regardant son mari tenter de maîtriser leur fils de 3 ans, Thomas. Il essayait en même temps d'empêcher leur fille d'1 an, Catherine, de manger les cubes de construction. « Non, Thomas, on ne lance pas de jouets à la tête de papa, même si c'est tentant, » disait Callum avec une patience admirable. « Et Catherine, ma chérie, les cubes sont pour construire, pas pour dîner. Nous en avons déjà discuté. » Catherine répondit en poussant un autre cube vers sa bouche avec détermination. « Besoin d'aide ?» demanda Eugénie avec amusement. Callum leva les yeux, les cheveux complètement en désordre et sa cravate introuvable. « Vos enfants sont des menaces. Ce ne sont mes enfants que lorsqu'ils se comportent mal. Quand ils sont sages, ce sont les vôtres. »« Ils ne sont jamais sages, » dit Callum, mais son ton était affectueux. Il ramassa Catherine avant qu'elle ne réussisse à manger le cube. Bien que je suppose que ce sont des menaces plutôt merveilleuses. Thomas choisit ce moment pour se jeter sur Eugénie, qui l'attrapa avec une aisance pratiquée. « Maman, papa dit qu'on peut aller au village si on promet de bien se comporter. »« Vraiment? Je le regrette déjà, » admit Callum. « Mais ils sont enfermés à l'intérieur toute la semaine à cause de la pluie. Ils ont besoin de courir en liberté quelque part, qui ne soit pas mon bureau. Votre bureau dont ils sont bannis depuis le grand incident de l'encre? Nous ne parlons pas du grand incident de l'encre. » Eugénie rit, déposant un baiser sur les cheveux sombres de Thomas, si semblables à ceux de son père. « D'accord, allons au village. Mais un vrai bon comportement, Thomas, pas ton interprétation du bon comportement. » 1 heure plus tard, ils se promenaient dans le village. Catherine était perchée sur les épaules de Callum, et Thomas courait devant, sous des instructions strictes de rester là où il pouvait le voir. « Vous savez, » dit Eugénie, passant son bras sous celui de Callum, « parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est notre vie.
Avoir des regrets de m'avoir épousé pour échapper au scandale? Pas le moins du monde. Bien que j'ai l'impression que c'est arrivé à des personnes différentes maintenant. C'est le cas, d'une certaine manière. Callum lui sourit. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'il y a 5 ans. Il avait raison, réfléchit Eugénie. Elle avait gagné en confiance, s'était engagée dans des œuvres de charité axées sur l'éducation des enfants de la classe ouvrière. Elle avait même publié un traité philosophique sous un pseudonyme qui avait été plutôt bien accueilli. Callum avait réussi à faire passer ses réformes sur les usines, avait siégé dans plusieurs comités parlementaires. Et il avait généralement prouvé que les ducs pouvaient se soucier de plus que la chasse et le jeu. Et ensemble, ils avaient construit quelque chose de réel. Un mariage basé sur une affection et un respect sincère, malgré son début ridicule. « Maman, maman, regarde. » Thomas montrait un panneau d'affichage sur la place du village. « Qu'est-ce que ça dit ?» Eugénie s'approcha pour lire l'annonce. Ses yeux s'écarquillèrent. « Il est dit que Lady Cromwell a été priée de quitter le comté par le magistrat local. » « Vraiment ?» Callum parut ravi. « Pour quelle raison ?» Apparemment, elle a répandu des commérages malveillants sur trop de familles, et quelqu'un en a finalement eu assez. Eugénie ne put réprimer un sourire. La femme qui a essayé de détruire notre réputation a été elle-même détruite par sa propre langue venimeuse. Le karma existe, observa Callum avec satisfaction. Bien que je ne puisse pas dire que je sois surpris. Elle s'est fait des ennemis de tout le monde. Ils continuèrent leur promenade. Les enfants se poursuivaient joyeusement sur la place du village, pendant qu'Eugénie et Callum les regardaient depuis un banc voisin. « Est-ce que ça vous manque parfois ?» demanda soudain Callum. « Votre ancienne vie? Avant tout ça ?» Eugénie considéra sérieusement la question. Est-ce que être Lady Eugénie Weatherstone, appauvrie et invisible, lui manquait? La solitude silencieuse d'être ignorée par la société? Pas le moins du monde, dit-elle honnêtement. J'ai tout ce que je ne savais pas que je voulais. Un but, un partenariat, une famille. Vous. Bien. Il la rapprocha. Parce que je suis plutôt attaché à vous garder près de moi. Plutôt attaché. Quel langage passionné, votre grâce. Préféreriez-vous que je vous écrive de la poésie? Que je vous fasse la sérénade en public? Mon Dieu, non. Je vous préfère exactement comme vous êtes. Pragmatique, parfois insupportable, et à moi. Il lui embrassa la tempe. À vous, toujours à vous. Thomas choisit ce moment pour tomber de façon spectaculaire, s'écorchant le genou et se mettant immédiatement à pleurer. Eugénie se précipita, tandis que Callum s'occupait de Catherine, qui décida que c'était un excellent moment pour essayer de grimper à un arbre. Plus tard, de retour à la maison, les enfants enfin installés pour leur sieste, Eugénie et Callum se retrouvèrent dans la bibliothèque. C'était toujours leur pièce préférée, toujours là où ils passaient leur soirée tranquille ensemble. « Nous devrions rendre visite à vos parents ce week-end, » dit Callum, examinant sa correspondance. « Votre père veut me montrer quelque chose sur le nouveau système de drainage. Il est si fier de ce système de drainage, » dit Eugénie avec affection. Depuis la stabilité financière que Callum avait apportée, son père s'était jeté à corps perdu dans l'amélioration du domaine. Il est devenu un véritable expert en gestion agricole. Bien, il a l'air heureux. Il l'est. Ils le sont tous les deux. Elle regarda Callum par-dessus son livre. « Merci pour ça. Pourquoi? Pour avoir donné la sécurité à ma famille. Pour ne jamais leur avoir fait sentir qu'ils étaient des cas de charité. Pour les avoir traités avec respect même quand il aurait été facile d'être condescendant. Leur famille, dit simplement Callum. Votre famille est ma famille. De plus, votre père est en fait fascinant à écouter une fois qu'il n'est plus constamment inquiet pour l'argent. » Eugénie posa son livre et vint s'asseoir à côté de lui. « Vous ai-je mentionné récemment que je vous aime? Pas dans la dernière heure. Je commençais à m'inquiéter. » Elle lui donna une tape sur le bras, mais ne put réprimer son sourire. « Je vous aime. Désespérément, de manière inopportune. Complètement. De manière inopportune. Vous me distrayez de ma lecture. Très inopportun. Je m'efforcerai d'être plus distrayante alors. » Il la tira sur ses genoux, la faisant rire. « Je ne peux pas vous laisser trouver les livres plus intéressants que votre mari. Tâche impossible. Vous êtes malheureusement fascinant. Malheureusement, ce serait plus facile si vous étiez ennuyeux. Alors je pourrais vous ignorer et lire davantage. Mes excuses pour être si captivant, dit-il. Clairement pas désolé du tout. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable. Callum passait distraitement ses doigts dans ses cheveux
pendant qu'il lisait par-dessus son épaule. « Savez-vous à quoi je pensais tout à l'heure » dit finalement Eugénie. « Quand nous étions au village avec les enfants. À quoi? Je suis contente que votre mère m'ait prise en embuscade à ce thé. Contente qu'elle ait concocté ce plan absurde. Parce que sans ça, nous ne nous serions jamais trouvés. » Callum reste silencieux un moment. J'y ai pensé aussi. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment les meilleures choses commencent parfois de la manière la plus improbable. Devrions-nous un jour raconter aux enfants comment nous nous sommes vraiment rencontrés? Absolument. Quand ils seront assez grands pour apprécier l'absurdité. Il déposa un baiser dans ses cheveux. Ils devraient savoir que parfois, prendre un risque sur quelque chose de ridicule mène à quelque chose d'extraordinaire. Très philosophique, votre grâce. J'ai appris des meilleurs. Eugénie se tourna pour le regarder. Je vous aime vraiment, vous savez. Pas la fiction commode que nous avons créée, pas le rôle que nous avons joué, mais vous, exactement comme vous êtes. Je sais, ses yeux étaient doux d'affection. Je le sais depuis cette nuit où vous avez pleuré dans cette bibliothèque et m'avez laissé vous tenir. Depuis que vous m'avez fait confiance avec votre peur et votre incertitude, c'est là que j'ai su que c'était réel. Pas quand j'ai accepté de vous épouser. C'est là que j'ai espéré. Mais la confiance, c'est là que j'ai su. Ils restèrent assis ensemble alors que la lumière de l'après-midi déclinait. Ils parlaient de tout et de rien. Des obligations sociales à venir, des derniers efforts parlementaires de Callum, des bêtises des enfants, des projets pour l'avenir. Et Eugénie pensa, pas pour la première fois, qu'elle était extraordinairement chanceuse. Pas parce qu'elle avait épousé un duc, bien que cela ait certainement ses avantages, mais parce qu'elle avait épousé cet homme en particulier. Quelqu'un qui la défiait et la soutenait, qui la faisait rire et la faisait réfléchir, qui lui avait donné un partenariat qu'elle n'avait jamais rêvé possible. Leur histoire avait commencé par un mensonge murmuré lors d'un thé. Elle était devenue une vérité pour laquelle il valait la peine de se battre. Et elle ne changerait pas un seul moment ridicule et improbable de tout cela. Fin. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin de cette romance tourbillonnante.